Au Sénégal, tu vas avoir des foyers où le père est musulman, la mère est chrétienne. C'est ce qu'on m'a toujours dit, ça. Mais Depuis j'adore. que je suis petit, j'ai toujours entendu ça. Du père qui emmène sa femme à l'église le dimanche. Ou l'inverse. Ou vice-versa. Ouais. Parce que je pense que c'est très important qu'on ait des terres en Afrique. Parce que nos terres, elles sont quand même très, très exploitées par des étrangers. Et nous, il faut faire attention à ne pas se retrouver encore derrière, quoi. Les business, les gros business, ceux qui font de l'argent, c'est que les étrangers. Même au pays manger, consommer africain, c'est pas toujours évident. C'est que ça, c'est intéressant parce que... Vous avez une identité, vous avez une culture, vous venez pas de nulle part. Qu'on vous fasse pas croire que vous êtes des Français de la seconde zone. Quand vous allez au pays aussi, qu'on vous fasse pas croire que vous n'êtes pas des Africains. Nous, on n'a pas demandé à naître en Occident, on est né en Occident, c'est comme ça, c'est notre histoire. Donc si on veut se faire respecter, à un moment donné, il va falloir qu'on pèse. Et on pèse économiquement. Si on ne pèse pas économiquement, on ne vaut rien. Je sais pas jusqu'où je peux dire les choses, tu vois. Vas-y, lâche-toi. Ouais, après, je suis pas sûr que ça va nous servir, ni toi, ni moi, tu vois. Mais en fait... Madame Aminata Fati, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, pour plusieurs raisons. Alors déjà, je commence toujours par faire un big up à nos partenaires, la Nekao School pour commencer, et bien sûr, là où on enregistre, le LFL Studio. Et pourquoi est-ce que je suis content de te recevoir? C'est parce que quand tu as présenté ton activité, je me suis dit tout de suite, ça c'est quelque chose qui peut intéresser la diaspora, tu vois. Parce que même si notre chaîne, c'est la priorité, c'est pas d'investir au pays ou de retourner au pays, mais je sais que dans l'audience, il y a énormément de personnes qui ont ce goût-là pour rentrer. Et dans les destinations où les gens veulent rentrer, c'est toujours les mêmes. Toujours Dakar ou Abidjan. Ouais. Et même plus largement, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Parce que c'est stable, parce que, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et toi, dans ton projet, tu permets à la diaspora de rentrer investir en toute sécurité. C'est bien ça? Exactement. Voilà. Et t'as un projet, je vais dire un mot fort, mais toi, on va l'expliquer ensemble. T'as un projet de recolonisation de l'Afrique. Pas du tout ce mot-là. Je sais que c'est pas un bon terme, qui est très connoté. Exactement. Mais il y a un peu de ça quand même, non? Alors déjà, je te remercie. Je suis très contente d'être là. J'ai regardé les autres épisodes et j'ai vu les invités. Je me suis dit, waouh, je commence à avoir des complexes. Il faut pas. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, c'est bien que tu utilises ce terme-là. On va voir si c'est ça. Forcément, la connotation, elle est hyper négative, donc j'aime pas ça. Moi, je parle vraiment de repatriation. Ouais. Je parle d'investir l'Afrique, et non pas investir en Afrique, mais investir l'Afrique dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que je rentre, tu vois. Je vais pas juste aller acheter un terrain. Ça, il faut le faire, c'est bien. Mais c'est aussi les aspects culturels, c'est aussi les aspects sociaux, c'est des aspects économiques. Moi, je suis très branchée sur le consommé africain, tu vois. Donc, c'est toutes ces dimensions-là. Et donc, vraiment, moi, je parle de repatriation comme Bob Marley, en fait. Tu vois, comme Bob Marley et tous nos anciens qui parlaient de repatriation, de rentrer au pays sur le continent, peu importe où. Moi, je me définis comme une panafricaine. Donc, je suis au Sénégal. Je suis née en France, je suis française. Mes parents, ils viennent de Gambie. Ma mère, elle a grandi au Mali. Tu vois. Donc t'aurais pu aller dans d'autres endroits, en fait. J'ai tenté même. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, j'ai atterri au Sénégal et pour moi, c'est OK. C'est juste mon point de chute. Et un de mes objectifs, d'ailleurs, en rentrant au pays, c'est de mieux connaître l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore réussi à faire, mais tu vois, aller me balader déjà pour commencer en Afrique de l'Ouest. Et tout. Donc voilà, vraiment, c'est... Le terme repatriation, je préfère. Hein. Ouais. Non, en fait, quand je parle de colonisation, bien sûr, j'emploie ce terme pour choquer. On est sur Internet, on essaie toujours de puncher les gens. Mais il y a cette dimension, parce que on en parlera par la suite, mais il y a cette dimension dans ton projet qui consiste à
fédérer un certain nombre de personnes qui viennent de la diaspora et qui ont un certain nombre de valeurs et qui ont envie de se retrouver ensemble. Et des valeurs qu'ils retrouvent pas en Occident. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que c'est des valeurs qu'ils retrouvent pas forcément aujourd'hui, même dans certains pays d'Afrique? Alors, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose en communauté. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je suis allée m'installer en 2019 au Sénégal, je suis partie avec aussi l'intention d'investir. Parce que je pense que c'est très important qu'on ait des terres en Afrique, parce que nos terres, elles sont quand même très, très exploitées par des étrangers. Et nous, il faut faire attention à pas se retrouver encore derrière, quoi. Donc, personnellement, déjà, je me suis dit, je vais acheter mes terres. Et quand j'ai découvert Malicounda, d'où le nom Malicounda Diaspora, j'ai tout de suite, en fait, incité la diaspora à venir investir avec moi. D'accord. Pour qu'on soit ensemble et qu'on se réapproprie aussi quelque part chez nous. Et du coup, il y a vraiment cette dimension que c'est ensemble qu'on va pouvoir aussi faire bouger les choses. Donc, c'est pour ça que le projet, il est vraiment orienté communauté. Et il y a la vision derrière. La vision derrière, c'est je veux rentrer chez moi. Peu importe si je suis né en France, je suis né ailleurs, je suis africain. Donc, je veux rentrer à la maison. Et donc, nous, sur place, on aide à ce que justement tu puisses avoir quelque chose chez toi en Afrique. Donc, il y a cette vision-là qui fait que les gens qui viennent chez nous se disent « Ok, je viens » et on s'appelle entre nous les voisins. On est des voisins, toutes nos parcelles sont collées les unes aux autres. On est vraiment ensemble. Et donc, effectivement, cette vision-là, on la partage et c'est pour ça que les gens achètent chez nous. Après, est-ce que... Alors, ils retrouvent pas ça ici en Europe. Est-ce qu'ils retrouvent pas ça ailleurs aussi en Afrique? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée que on se comprend. On partage les mêmes codes. Tu vois? Tu parles des codes d'Européens, enfin de jeunes, de repattes, voilà. Parce que c'est vrai qu'on est toujours, en fait, notre identité, elle est toujours tiraillée entre on est français. Ouais. Moi, je suis une Française à part entière. J'ai même pas de sujet là-dessus. Tu vois? Ok. Mais je suis aussi africaine. À part entière. À part entière. Donc, les deux ne s'annulent pas et les deux ne sont pas incompatibles. Mais effectivement, j'ai un style de vie à la française. Ok. Même en vivant en Afrique, je m'adapte, mais on va pas se mentir. Les gens qui me voient à ma dégaine, ils savent que... T'es une toubabou. Je suis une toubab. Et ça, faut être au clair avec ça. Parce que sinon, tu vas t'énerver tous les jours. Tu vois, t'es toubab, mais dans le sens de occidental. Ouais. Dans le sens de nos cultures sont un peu différentes. Donc, effectivement, on est vraiment dans un truc hybride où il y a des choses du pays qu'on va chercher, mais il y a des choses du pays aussi qu'on ne souhaite pas, tu vois. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un truc où on se dit, OK, vu qu'on est entre afro-descendants qui avons grandi, eu une expérience à l'extérieur, ça sera peut-être plus facile de vivre ensemble. Après, attention, je tiens à préciser que on n'est pas en train de faire une résidence fermée. Voilà. Mais c'est ça que je veux challenger, en fait, que je veux comprendre. On n'est pas là-dedans. L'équilibre, il n'est pas facile à trouver. On va sur un terrain qui est déjà habité. On va pas prendre des terres au milieu de nulle part. On va dans une commune qui s'appelle Malicounda. Il y a des villages à Malicounda, il y a des habitants à Malicounda. Et donc, nous, on s'intègre. On vient pour s'intégrer, pas pour monter des murs entre eux et nous. Et dans le projet, la vision qu'on a avec Amadou, c'est vraiment justement de réussir à mettre en place, parce que bon, chacun a son terrain, on va construire sa villa, on va se faire plaisir, piscine, machin et tout, mais il y a des espaces communs. Et ces espaces communs, c'est pas que pour nous. C'est pour les habitants de Malicounda. Et donc, les habitants de Malicounda, c'est nous qui arrivons, mais c'est aussi les gens qui sont sur place. Donc, par exemple, on peut imaginer des choses comme le marché, acheter du produit local, et qui vend les produits locaux? Ce sont les gens qui sont sur place, etc. Avoir un centre culturel, de trouver une culture qui est sur place et s'approprier cette culture. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est délicat. Hein, et c'est ça. C'est tout ça qu'on va chercher à comprendre. On va s'intégrer et on ne va pas prendre les terres des gens pour dire, bon, nous, on est entre nous, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que sinon, on ne va pas se sentir en sécurité. Parce que sinon, ceci, parce que sinon, cela. Non. Ok. C'est ça qu'on va chercher à comprendre. Parce que c'est pour moi, tout le sujet, il est là. Et quand il m'en a parlé la dernière fois, je lui dis, attention,
Tu vois, c'est quel est le projet précisément, tu vois. Ouais. Même si, bon, connaissant les valeurs des Mansa, je savais que ça pouvait pas être quelqu'un qui allait dire, vas-y, on est entre nous, les jeunes de quartier en France, et on va, tu vois, coloniser un bout de pays. Ouais. Mais justement, j'avais besoin de comprendre plus précisément quels sont les contours de ce projet. Yes. Mais rester jusqu'à la fin pour comprendre tout ça. Avant ça, je vais essayer de découvrir toi un peu finalement. Et comment est-ce que tu en es venu à là. Et d'abord, avant ça, je pose toujours la première question qui est celle de l'ambition. Pour nous, le Kalimandjaro, c'est cette montagne que chacun de nous, on essaie de gravir. Nous, jeunes, noirs, de la diaspora. Alors moi, je dis diaspora et pas afrodescendant. Je considère que nous, on est de la diaspora. Tu vois, nous qui avons encore des liens avec nos pays respectifs, alors que les afrodescendants, pour moi, c'est plus les ultramarins qui eux n'ont plus de lien avec l'Afrique, plus de lien direct, tu vois. Oui. Mais bon, ça c'est juste un point sémantique. Mais je vais faire beaucoup de contenu sur ce sujet-là, du coup, je l'évoque rapidement. Mais donc, nous sommes des noirs de la diaspora qui avons grandi en France pour la plupart ou qui vivons en France, et pour tout un tas de raisons. On a un peu ces barrières mentales qui nous empêchent parfois d'aller très loin, tu vois, et de voir très grand. Et à travers ce podcast, j'essaie de mettre en avant des personnes qui sont comme nous, tu vois, 2 pieds, 2 mains et tout, mais qui se disent, attends, moi, je vais pas avoir un destin normal, tu vois. Par exemple, toi, t'aurais pu continuer les affaires que tu faisais en France, mais tu t'es dit, non, je renverse la table, je retourne en Afrique et je veux faire quelque chose de grand, tu vois. Donc, quelle est ton ambition ultime? Quel est ton goal au moment où un truc où tu te dis, plus loin que je me vois dans 20, 30 ans, voilà, si j'ai fait ça, je suis content. Ce serait quoi? Alors, mon ambition, déjà, c'est la liberté, entre guillemets. On n'est jamais complètement libre, et je sais que la liberté, c'est galvaudé aujourd'hui. On parle de liberté financière, machin, truc. Moi, c'est vraiment la liberté de vivre la vie que je veux, sachant que je me considère déjà comme une femme libre. En comparaison de la majorité des femmes qui sont sur cette terre et qui galèrent. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me sens déjà une femme privilégiée et une femme libre. Parce que je choisis, je prends un certain nombre de décisions dans ma vie librement, sans le poids communautaire, sans le poids de la société, etc., etc. Tu vois? Donc déjà, je me sens... Mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de vivre ma vie de rêve. Et moi, ma vie de rêve, aujourd'hui, c'est de vivre chez moi à la Saumone. Tu vois, j'ai une maison, je suis confortable, pouvoir envoyer mes enfants dans les meilleures écoles. En tout cas, dans les écoles, qu'elles aient l'opportunité, mes filles, d'aller là où elles ont envie d'aller. Et donc ça, il faut que je puisse leur offrir. Tu vois, ça, c'est la liberté. La liberté aussi de pouvoir voyager quand je veux. Et tout ça, ça veut dire que j'ai pas de problème financier. Si demain j'ai besoin de venir à Paris un week-end, j'ai même pas besoin de me regarder mon compte en banque, je viens. Ça, c'est la liberté. J'ai envie d'aller faire un tour d'Afrique. Ça, c'est un de mes rêves. Il faut que je puisse le faire, et ça demande de l'argent. Aujourd'hui, je suis pas capable. Il faut que dans 10 ans, je sois capable de faire ça. Tu vois? Ça, c'est ce que je veux. Je veux être à l'abri financièrement pour avoir la liberté de mener la vie que j'ai envie de mener. Et moi, la vie que j'ai envie de mener, c'est beaucoup de mouvement, c'est beaucoup de mobilité. Et c'est ça, pour moi, la vraie richesse. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller visiter l'Afrique du Sud, j'y vais. Tu vois? Je suis pas attachée parce que il faut que je bosse, parce que si je bosse pas, les sous vont pas tomber, je peux pas payer l'école des enfants, tu vois? Ouais, je vois très bien. Donc c'est vraiment mon ambition personnelle, c'est ça. Je veux mener la vie que je veux et sans contrainte financière. D'accord. Maintenant, mon ambition communautaire, c'est justement, on se met ensemble et on arrive à impacter réellement et on arrête de subir. Parce que je t'assure que moi, je vis sur la petite côte au Sénégal, c'est chaud. Les business, les gros business, ceux qui font de l'argent, c'est que les étrangers. Même au pays manger, consommer africain, c'est pas toujours évident. Tu sais que ça, c'est intéressant parce que... Donc ça, collectivement, il faut qu'on arrive à faire. Non, il y a un vrai sujet. Et tu vois, nous, on a lancé une cellule Black & Twerk à Abidjan. Et quelqu'un m'a dit, mais Black & Twerk à Abidjan, ça n'a pas de sens. On est déjà black.
pourquoi est-ce que vous voulez faire Black Network ici? Ça, c'est vos trucs d'occidentaux. Et quand la dernière fois, lors de mon dernier voyage, j'ai vu des choses, je me suis dit, ah non, en fait, il y a un vrai sujet encore aujourd'hui, tu vois, il y a encore du sens. Totalement, totalement. Oui. Mais toi, tu le vois aussi au Sénégal, donc c'est pas qu'un problème abidjanais. Ouais. Je vois que vraiment les gros business qui pèsent, ce sont toujours les étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien organisés, ils sont communautaires. Ah. Donc, moi, mon ambition collective et à travers Malicounda Diaspora, c'est vraiment ça. On fait du business ensemble parce que chacun là. Moi, j'ai 10 millions, hein, francs CFA, il n'y a pas de souci, hein, je peux faire mon petit truc. Mais si moi j'ai 10 millions et qu'on est 10 à avoir 10 millions, qu'on est 100 à avoir 10 millions, c'est autre chose. Et si on veut se faire respecter, parce que nous, les Noirs, on n'est pas respectés nulle part dans le monde. Même chez nous en Afrique, on n'est pas respectés. Donc, si on veut se faire respecter, à un moment donné, il va falloir qu'on pèse. Et on pèse économiquement. Si on ne pèse pas économiquement, on ne vaut rien. Tu vois, donc ça, c'est l'ambition collective que j'ai et c'est ma petite contribution Malicounda Diaspora, c'est cette vision de dire, OK, moi, je rassemble ce que je peux rassembler et puis tous qui avons cette capacité à fédérer, si on se met ensemble, on va commencer à peser. Mais sur des choses concrètes. On parle d'argent. On parle pas de vision. On parle pas de motivation. On parle d'argent. T'es mauvaise. Pardon. Tout ça, c'est important. Voilà, tout ce que je viens de dire, c'est important. En fait, c'est le point de départ. C'est le point de départ, mais concret. Concret. En fait, il faut que ça se transforme en réalité concrète. C'est ça que tu veux dire. Il faut que ça se transforme, absolument. J'ai mon menuisier, la dernière fois, il m'a laissé un message. Il me dit, oui, je vais en Casamance pendant 2 semaines. Il y a un groupe de Portugais qui viennent et je vais les aider à acheter des terrains là-bas. Ils ont acheté des hectares et des hectares en Casamance. Ils sont venus à 50 avec l'argent dans les poches, ils ont acheté. Qui est au Sénégal, à Casamance, j'ai cru comprendre que c'est un peu le poumon, quoi. C'est là où c'est vert, là où ça produit beaucoup de fruits, de légumes. En fait, tous ceux qui font du métayage, c'est du maraîchage, ils sont là-bas, quoi. C'est ça. Stratégiquement. Ouais. D'accord. Donc, tu vois, moi, c'est ça dont je parle. Okay. Concrètement, on sort l'argent, on pose, on achète des terres, on fait, au lieu de faire nos petits trucs chacun ça, on le fait. Parce que chacun a besoin de se sécuriser, de sécuriser sa famille. Mais à côté de ça aussi, il faut qu'on ait aussi des projets collectifs avec des gens sérieux qui sont en capacité d'investir parce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Donc, je pense que ça, c'est très, très important. Donc, tu as dit 2 choses. Une ambition personnelle, une ambition communautaire. La question que je pose souvent après, c'est ton ambition personnelle. Est-ce que tu as un chiffre derrière? Par exemple, tu te dis, une fois que j'aurai 100 millions de CFA, 1 milliard de CFA, 10 milliards de CFA, combien? Pas comme ça. Moi, le chiffre que j'ai, c'est plutôt en termes de revenus passifs. Okay. Chaque mois, comme on vit quand même dans un système où c'est le cycle, il est mensuel. Tu vois, payer son loyer, machin et tout, c'est mensuel. Donc, moi, je me dis que je dois avoir minimum 10 millions de francs CFA. Ouais, donc 15 000 euros. Ouais. De revenus passifs chaque mois. Ok. Après, je dois avoir du patrimoine, bien sûr. C'est-à-dire que il faut que j'ai des biens parce que ça, c'est le long terme, c'est la transmission et tout. Mais pour vivre, moi, c'est ça mon objectif, c'est le revenu passif. Qui fait que les revenus tombent et moi, je peux aller faire mes voyages, je peux aller faire mon petit tour d'Afrique, du monde même, parce que je ne peux pas me limiter à l'Afrique, ce serait dommage. Je peux envoyer mes enfants, ils ont besoin... Ma fille, elle a 12 ans, donc dans 5 ans, ça va bientôt arriver. On a le même problème. Tu vois, il faut préparer ça. Dans 6 ans, là, c'est le bac. Comment tu fais pour envoyer l'enfant à Harvard, là? Exactement. On a le même problème. Donc, c'est ça, moi, mon ambition. C'est pas une ambition démesurée, parce que moi, je cherche pas à démesurer. Moi, ce que je veux, c'est que, moi, je pense que je cherche pas la fortune. Ok. Par contre, je veux que mes enfants soient fortunés. Et donc, je veux leur donner les clés pour qu'elles puissent faire du gros billet. Parce que moi, j'ai 41 ans. Ok. Donc, je cherche maintenant à avoir un bon pourquoi tu cherches la fortune pour eux et pas pour toi? Je cherche la fortune pour eux parce que moi, j'ai compris les choses très tardivement. Okay. J'ai perdu beaucoup de temps. Enfin, entre guillemets, c'est la vie, tu vois. Mais ce que j'ai appris sur le tard, ce que je comprends et que je vais continuer à apprendre,
Par contre, mes enfants, là, qui ont 12 ans, qui ont 1 an et tout, eux, ils vont être armés. Moi, ma mère, elle était femme de ménage. Mon père, il bossait à l'usine. Ils sont arrivés en France. Enfin, tu connais un grand classique de l'immigration des années 70. Bien sûr. Donc, moi, j'ai pris un ascenseur. Moi, j'étais cadre avant d'être entrepreneur. Depuis l'âge de 28 ans, j'étais directrice d'association et tout. Donc, j'ai pris déjà l'ascenseur. Je suis devenue propriétaire à 28 ans, etc. Donc, par rapport à ma mère, j'ai fait un grand pas. Maintenant, mes enfants doivent aller plus loin que moi. Donc, moi, j'apprends à faire de l'argent. J'apprends à ce que les riches ont eu tout petits qui ont fait qu'ils sont là où ils sont. Je veux donner ça à mes enfants. Tu vois? Comme quoi? Comme quel type d'enseignement tu leur partages? Alors, la culture générale, bien sûr, et tout. Mais l'éducation financière, moi, je pense que je l'ai eu quand même. Parce que j'ai eu ma mère faire des tontines quand même toute sa vie. Et aujourd'hui, elle a sa propre maison. Même si on l'a aidée, elle y est quand même pour beaucoup. Ok. Parce qu'elle a fait des tontines, elle s'est débrouillée et tout. Donc, je pense que quand même, même si c'était pas conscient, même si c'était pas formalisé, je l'ai quand même eu. Mais moi, mes enfants, aujourd'hui, on a tous des tirelires à la maison. Même Fally, qui a 1 an, elle a sa tirelire. Ok. Je sais pas ce qu'elle va faire. Mais et Isia, qui a 12 ans, du coup. D'accord. Elle sait, ça fait 5 ans qu'on est ensemble au pays, qu'elle me voit charbonner et tout machin. Elle comprend les choses. Et elle a fait même ses petites expériences de vendre des vêtements, des machins, de récolter de l'argent. Donc, je la forme et je lui explique c'est quoi une recette, c'est quoi une charge. Là, il y a les tirelires. En fin d'année, on va pouvoir les casser. Ok. Mais je lui dis, tu vas pas tout dépenser. Tu vas prendre la moitié. L'autre moitié, tu vas réinvestir. L'autre moitié, tu vas prendre tes trucs parce qu'elle fait de l'équitation. Donc, tu vas acheter des trucs pour tes chevaux et tout. Elle fait de l'équitation là-bas à Dakar. Ça rigole pas, hein. Je Mais je sais que vous aimez beaucoup les chevaux, hein. Je souffre. Comment ça se fait qu'au Sénégal, vous aimez trop les chevaux comme ça? Parce que t'as vu comment on est en contact avec la nature? Alors moi, je suis sur la petite côte, pas je sais pas pas à ce que Dakar. c'est à Dakar. Et sur la petite côte, en fait, t'as beaucoup de charrettes, par exemple. Mais à Dakar beaucoup de aussi. chevaux. Même à Dakar. Moi, c'est la première chose qui m'a choqué là-bas. Ouais. Je m'attendais pas à une ville développée comme Dakar où tu vois des gens sur des charrettes et tout, des chevaux sur le bord de la route. Il y a une explication ou non? Je pense que c'est le sous-développement, hein, quand même. Ah, d'accord. Ouais. Mais on est beaucoup au contact avec la nature. Et nous, encore plus sur la petite côte. Moi, à Saumon, quand je sors de chez moi, je peux tomber sur les vaches. Tu vois, je peux tomber sur les vaches. Dans la rue, il y a les poules, il y a les moutons et tout. On est très proche de la nature. Et et je pense qu'elle aurait pas développé ça, justement, ici en France. Ouais. Et elle, en fait, c'est une amoureuse des animaux. Donc, elle a développé quelque chose. Et du coup, l'équitation, c'est sa passion. Et elle en fait, depuis plusieurs années. C'est marrant. Donc, elle a toujours des trucs à acheter. Et ça coûte cher. Bah oui. Donc, je lui dis, ma petite, là, avec ta tirelire, tu vas gérer ça et tout. Ouais, je vois. Donc, moi, c'est ça, voilà. Je me dis, on avance. On avance, génération après génération, il faut qu'on fasse mieux. Nous devons absolument apprendre à valoriser notre patrimoine. Qui possède des baskets Nike? Qui possède un téléphone Apple? Qui possède un sac de Louis Vuitton? En 2024, une société qui n'est pas malade ne se contente pas de posséder uniquement les produits, mais elle possède aussi des actions. Est-ce que vous savez combien ces boîtes-là ont distribué de dividendes à leurs actionnaires? Nike, 2 milliards. LVMH, 7 milliards. Apple, 15 milliards. Continuer dans ce sens. Consommer sans avoir des actions, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et ça, c'est ce que vous apprend la Nekao School. Que vous soyez confirmé ou débutant, vous allez acquérir les connaissances pour avoir une épargne solide et pour faire quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire valoriser son patrimoine à travers 4 piliers. 1. Optimisation de tes finances. 2. Apprentissage du mode de fonctionnement des marchés financiers. 3. Compréhension de l'écosystème crypto. Et enfin, tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous avez de la chance, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes un auditeur du podcast Kalimandjaro. Vous avez, grâce à nous, une réduction de 10% sur la Nekao School. N'attendez plus, cliquez en commentaire et passez à un autre step, qui est celui de la valorisation du patrimoine. La communauté en a besoin. Donc, tu dis, en termes donc pour toi, il faut ton objectif. En tout cas, tu seras satisfaite quand tu généreras 15 000 euros de revenus passifs. Ouais. Parce que c'est même pas de revenus passifs. Passifs. Par mois. Ok. Ouais. Et après, en tant que communauté, à quel moment tu pourras te dire, la communauté, là, elle a fait un bond vraiment? Tu vois?
Alors déjà, à mon échelle, parce que j'apporte ma petite contribution, le jour où on va, avec Malicounda Diaspora, être en capacité, parce que là, on est à une étape, on est bloqué à une étape administrative, on est encore vraiment dans du foncier, on n'a pas commencé à construire. Ok. Prochaine étape, la construction. Mais celle qui m'intéresse, et là où l'enjeu il est, et je sais que ce sera pas facile, c'est le jour où on va réussir à faire un business ensemble dans la communauté. Parce que l'idée de Malicounda Diaspora, c'est que effectivement, on va construire, mais il faut qu'on fasse du business. Parce qu'on est dans un secteur géographique stratégique. C'est-à-dire que les gens qui vont quitter l'aéroport pour aller à Pointe-Sarène, la station balnéaire, ils vont passer par chez nous. Ok. Donc, soyons en capacité de les accueillir, pour les héberger, pour les nourrir, pour les distraire, bref. Soyons de la partie. D'accord. Tu vois. Et donc, il y a nos business individuels qu'on va pouvoir développer. Voilà, moi, j'ai envie de faire une maison d'hôtes, machin et tout. Mais il y a aussi les business communautaires qu'on va pouvoir développer. Tu vois, et je te donne un exemple. Il y a un client qui, en visitant les parcelles, me disait « Ah, ce serait bien qu'on ait... » parce qu'il y a différents secteurs. Et là où il y en a un qui est plus dans les terres, et il me disait « Ce serait bien qu'on ait une base de loisirs pour nos enfants et tout, machin. » Bien sûr. Je dis « Mais ça, c'est pas quelque chose que Démé peut faire seul. C'est pas quelque chose que toi non plus tu vas faire seul. Ça, c'est des trucs vraiment communautaires. Il faut qu'on se dise « Ok, on va le faire ensemble. » Une base de loisirs, tu trouves que c'est ça? Après, ça dépend de ce que tu mets comme infrastructure dedans, en fait. Oui, c'est ça. Oui, ça dépend. Ouais. Tu vois, c'est les infrastructures, c'est vraiment faire un truc. Bon, moi, je vois toujours les choses en grand. C'est ce que je vois. Et donc, pour faire une base de loisirs qui va nous servir pour nos enfants, pour nous, mais aussi permettre aux gens de l'extérieur de venir profiter. Ok. Tu vois, ça, c'est des projets qu'on doit faire en communauté. C'est l'exemple qui me vient parce que je me souviens vraiment de cette discussion qu'on avait. Et donc, si on arrive à faire ça, déjà, je serais contente, ce sera un premier pas. Pour le coup, j'ai pas des ambitions trop démesurées parce que c'est extrêmement difficile d'animer une communauté. J'imagine. Tu vois. Parce que là, au final, le projet Malicounda, Diaspora, donc le quartier. Oui. À terme, c'est combien de personnes, combien de foyers en tout cas? Aujourd'hui, on a plus de 600 clients. Ok. Mais tu as des clients qui ont acheté seuls, il y en a qui ont acheté en couple. Mais la sociologie de notre clientèle, c'est beaucoup des gens de notre génération. Okay. Tu vois, 40, 50 ans, on a des enfants qui sont encore en bas âge, qui approchent de l'adolescence, etc. 2, 3 enfants. Donc, c'est vraiment cette donc, ça fait quand même une grosse communauté. Quand même. Tu vois. Et combien d'hectares? Ça représente, je pense qu'on doit être pas loin de 50 hectares. Hein. 50, c'est pas mal, hein? Ouais. Après, en fait, il y a des lotissements qui sont plus ou moins gros. Donc, tous sont à peu près dans le même secteur. Et il y en a qui sont plus ou moins gros. Mais à quelques minutes, en fait, ils sont tous à proximité. À proximité, de sorte qu'en quelques minutes, on puisse rejoindre. C'est pour ça qu'on parle d'un quartier, c'est qu'on est toujours concentré au même endroit. Pour qu'il y ait vraiment une émergence d'une cité avec les commerces, avec tout ce qui fait qu'on a un quartier dans lequel on peut vivre et que c'est pas juste une cité dortoir. D'accord. C'est ça la vision. Et donc, d'abord un quartier, mais est-ce que tu as vocation à dire, bon, bah, demain, on commence par un quartier avec 600 âmes, et demain, on fera une ville avec des milliers, des dizaines de milliers, peut-être, et un jour un pays, qui sait? Non, franchement, je suis vraiment je reste au stade du quartier. Ok. Parce que je connais mes limites et que c'est déjà un projet très, très ambitieux. Ouais. Donc, si j'arrive à faire ça déjà, Dieu merci. Tu te donnes combien de temps? Ben écoute, franchement, je pensais, là, on a commencé le premier lotissement, c'était à 5 ans. Ouais, 2019 quand t'es rentré? Ouais, en fin d'année ou au début 2020, le premier lotissement. Et je croyais déjà qu'on allait commencer la construction 2-3 ans après, on est déjà en retard. On est en retard parce qu'on est confronté à des trucs, laisse tomber, d'administratif. Okay. C'est un peu long. Du coup, je m'étais dit, ma vision, c'était dans 10 ans, il faut déjà qu'on ait un minimum, une base. Avec au moins un centre culturel, tout le monde n'aura pas forcément construit puisque tout le monde n'a pas le même rythme et n'a pas les mêmes moyens, mais avec quand même quelques centaines de constructions et au moins un centre culturel ou quelque chose qui
permettrait de rassembler. D'accord. Donc là, maintenant, comme ça fait déjà 5 ans, je me dis, dans 5 ans, ça peut, puisque là, c'est en train de se débloquer au niveau administratif. Donc, dans 5 ans, ça peut. Et 7 ans maximum, j'espère qu'on aura au moins justement un lieu d'accueil pour la communauté et que chacun, à son rythme, fera ses constructions et tout. D'accord. Mais encore une fois, moi, je pense que Malicounda Diaspora, c'est nous qui allons, notre génération qui allons poser les bases, mais c'est nos enfants après qui pourront développer vraiment le truc. D'accord. Mais nous, on pose les fondations et... Ok. Je suis curieux après. On parlera des valeurs, en tout cas de tout l'esprit que tu veux diffuser dans ce projet. Mais avant ça, donc j'ai compris que à l'âge de 28 ans, donc t'étais salarié. Oui, j'étais déjà salarié. Cadre dans la direction. Cadre d'un établissement, c'est ça? Oui, j'étais dans le social, j'étais directrice d'établissement. Directrice d'établissement social. Et alors c'était en 2011, si je comprends bien. Oui, j'ai eu mon premier poste de directrice en 2012. Ok. Donc de 2012 à 2019, date à laquelle tu choisis de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais directrice, j'avais une vie de cadre moyen à Troyes, dans ma ville de naissance. J'étais maman célibataire. Et ça va, hein. Je bossais, j'avais un bon salaire. J'ai acheté ma maison, Isia, elle allait à l'école au centre-ville à côté. Vie tranquille. Petite vie tranquille. Qu'est-ce qui t'a piqué alors? En fait, moi, depuis que je suis ado, déjà, j'ai beaucoup lu sur notre histoire, l'esclavage, machin et tout. J'étais assez révoltée. Ok. J'ai toujours été attirée par l'Afrique. J'y allais en vacances régulièrement, surtout au Mali. J'ai découvert la Gambie. Alors, mes parents sont gambiens tous les deux. Ma mère a grandi au Mali, mon père a grandi en Gambie. Et moi, je suis née avec une partie de mes frères et sœurs en France. Ok. Mais quand j'avais 3 ans, ma mère a divorcé. Okay. Mes parents se sont séparés, ma mère est partie, elle a divorcé et tout. Donc, j'ai pas grandi avec mon père et j'étais en conflit. Enfin, conflit, en tout cas, guerre froide, on va dire, avec mon père. D'accord. Et mon père est décédé en 2001. J'avais 18 ans. Donc, j'ai surtout connu le Mali, parce que la famille de ma mère est au Mali, c'est ses parents, etc. Et à l'âge en fin 2017, en fait, j'ai perdu mon bébé. J'ai eu un deuxième enfant que j'ai perdu. Ok. Elle est née le 11 septembre et elle est morte le 13 septembre. Ok. Et à la fin de cette année-là, j'ai décidé d'aller en Gambie pour découvrir la famille du côté de mon père. Ok. Donc, je suis partie avec Isia. Et donc, ça a été une révélation. Okay. Vraiment, ça me manquait, en fait. Quelque chose que tu n'as pas eu au Mali. Au Mali, comme j'y allais souvent, j'ai pas eu ça. J'ai quand même essayé d'aller m'installer au Mali, puisque c'était naturel, si je rentre au pays, d'aller m'installer au Mali. Mais ça n'a pas fonctionné. La Gambie, je me suis dit, je vais là-bas. D'accord. T'es quelle tribu? Alors, nous, on est des Mandingues. Okay. Tu vois. Mais bon, moi, après, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à définir facilement d'où je viens, parce que, étant donné que la maman, déjà, elle a bougé, que les liens avec le papa, c'était un peu compliqué et tout. Donc, mais bon, on est des Mandingues. Je connais pas bien cette histoire et c'est aussi pour ça que je voulais rentrer en Afrique, pour vraiment me reconnecter. Okay. Donc, j'ai vécu, en 2017-2018, ça a été des années très difficiles après la perte de mon enfant. Et donc, j'avais besoin de changement. J'avais vraiment besoin de changement, de tout changer dans ma vie. Et donc, je m'étais dit, bon, je vais retourner en région parisienne. Parce que je viens de Troyes, j'ai eu mon bac à Troyes, je suis partie à Paris pendant 11 ans. Ok. Je suis rentrée à Troyes en 2012. 2028, là, donc quand tu avais 28 ans, pardon, si tu venais de revenir à Troyes. Voilà. Ok, d'accord. Et là, quand j'ai fait mes 5 ans, j'ai perdu mon bébé, je voulais du changement, je me suis dit, je vais retourner en région parisienne. Et en fait, non. Ouais. C'était pas ça le changement dont j'avais besoin. Mais alors, attends, parce que tu as parlé de la Gambie et de cette révélation. Explique-nous. T'es allé au Bois Sacré? Je suis partie 3 semaines. Non, mais je suis allée au village où sont nés mes parents et je me suis pris une claque. Ok. Je suis partie 3 semaines avec Isia. Et donc, je suis allée au village qui s'appelle Badiankoto.
Et donc, pour aller au village, donc on est à la capitale, on prend un bus pendant 6 heures, un truc comme ça, pour aller à Bassé. À Bassé, on prend une barque pour traverser. Quelques minutes, petite traversée. On attend que le bus se remplisse. C'est le car collectif. Ok. Et on roule encore, je ne sais combien de temps, moi, 45 minutes pour arriver à Badian-Côté. Ok. Et là, je me suis dit, ok, les parents, ils ont fait du chemin. Je me suis dit, comment ils ont fait pour quitter Badian-Côté, se retrouver à 3 en France. T'imagines? Tu vois ce que je veux dire? Totalement. C'était, waouh. Donc, j'ai fait qu'une nuit là-bas au village. J'ai vu, on s'est baladé il y a plein de petits villages avec les différentes familles et tout. Et c'était chouette. Et voilà, ça m'a vraiment permis de reconnecter, de dire, ok, c'est ici. C'est pas ici que ça a commencé, puisque là, je parle de mes parents, je parle même pas de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes ancêtres. Mais voilà, ça m'a donné une autre dimension. Et j'aurais voulu y aller pour m'installer, parce que c'est un très beau pays, la Gambie. Mais j'ai eu concrètement... Alors, j'ai cherché du boulot, machin et tout. Là-bas en Gambie? Ouais. À Banjul, c'est ça? Ouais, Banjul, la capitale. J'ai eu une proposition, mais la proposition, vraiment, c'était pas possible. En gros, c'était viens gérer mon business de 50 personnes et puis je vais te filer un petit 300 €, l'équivalent. Tu vas être contente avec ça. Donc, quoi, la vie est chère là-bas? C'est un peu léger. Non, la vie n'est pas chère, mais bon, quand même. Tu peux pas tout quitter, t'es maman solo, pour aller ramasser des cacahuètes, te confronter, parce que aller manager au bled, c'est de confronter à d'autres cultures. Ouais, totalement. C'est le patriarcat. T'es une femme, une jeune femme, pas mariée, etc. Donc moi, j'avais déjà tout ça en tête. Je savais les difficultés qui m'attendaient. D'accord. Ça ne valait vraiment pas le coup. Et en plus, pays anglophone. Ça veut dire que je me rajoute un challenge. Ouais, totalement. Donc c'est pour ça. Et en fait, j'ai compris. Donc j'ai laissé tomber la Gambie. Et j'étais en région parisienne, parce que j'étais en venue, mais j'étais malheureuse. L'association dans laquelle j'ai atterri, ils étaient tous fous. Tous au niveau de l'encadrement, quoi. Ouais. Oui, voilà, du conseil d'administration, parce que moi, j'étais directrice de cet asso, donc au-dessus, t'as le conseil d'administration, t'as le bureau et tout. Ok. C'est tombé. Le logement, les transports. Moi, j'étais plus habituée. Moi, j'étais à 3 dans ma petite routine. J'allais au centre-ville à pied, prendre ma baguette. Là, j'ai dit non, je peux plus. Et quand j'avais quitté Paris, je venais d'avoir un bébé. Donc moi, j'ai connu Paris célibataire, étudiante. Je fais la fête, machin. Mais c'est plus la même quand tu reviens avec un enfant. Ouais, sûr, c'est pareil. La grosse claque, ça n'allait pas. D'accord. Et un jour, il y a la présidente de mon association, qui était une très belle personne, j'aimais beaucoup. Je me suis toujours demandé ce qu'elle foutait au milieu des dingues, là. Elle vient, elle me dit, bon, ben, moi, je vais partir. Okay. Et je vais quitter l'association et tout. Et là, ça a été mon déclic. Parce que ça faisait des mois que je me demandais si j'allais rester. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK, Aminata, qu'est-ce que tu fous là? Le lendemain, j'ai posé ma démission. Le lendemain. Sans projet, sans rien derrière. Je m'en fous, j'ai dit je récupère ma liberté. Je me casse de chez ces fous-là parce qu'ils vont me rendre dingue. Okay. Et donc j'ai posé ma démission, j'avais 3 mois. Et dans la foulée, billet d'avion pour Dakar. Ok. Et pourquoi Dakar du coup et pas Alors Bamako? Du coup, finalement, Sénégal, parce que Bamako, j'avais essayé, mais à distance, c'était compliqué, machin et tout. Et puis, je me suis dit, bon, vu que les vents ne sont pas favorables là-bas, donc 2 fois j'ai tenté, ça n'a pas marché et tout. Je vais pas là-bas. Gambie, pays anglophone, et puis j'ai pas trouvé d'opportunité, j'y vais pas. Du Sénégal, c'est entre les deux. Si j'ai besoin d'aller au Mali, en Gambie, c'est à côté et tout. Je suis déjà allée là-bas en vacances, j'ai kiffé, il y a la mer, puis j'avais découvert la petite côte justement, et je voulais changer radicalement de vie. Donc je me suis dit, tiens, ça m'a l'air pas mal. Et donc, et puis t'as pas besoin de visa pour aller là-bas. Enfin, c'est facile. C'est vrai. Tu vois, il y a un côté où c'est facile, c'est accessible. Et donc, j'ai pas de famille au Sénégal, mais j'ai quand même un oncle qui a une maison là-bas. Et donc, j'avais dit, et c'est lui qui m'avait déjà présenté Amadou, qui est mon associé actuel. Et on est tous les deux issus du social. Donc, il nous avait connectés déjà depuis plusieurs mois. Peut-être pas un an, mais plusieurs mois. Donc, j'avais que lui et puis une autre personne à qui il m'avait connecté, mais c'était une escroc. Donc, elle, je l'ai vite dégagée. Non, mais laisse tomber. Tout ça, c'est le retour au pays. Hein. Oh là là là, elle m'a escroqué. Donc voilà, j'ai décidé, j'ai dit, allez, Sénégal, et je vais tenter. Je pars 1 an, j'ai des économies.
Si ça se passe bien, je reste. Si ça se passe bien, je rentre, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, je suis partie comme ça. Et c'était ça le changement dont j'avais besoin. Quand t'es arrivé sur place, tu t'es dit, je suis au bon endroit. Je me suis tout de suite sentie chez moi. Ok. Tu vois, c'est-à-dire, je me sentais enveloppée là par cette chaleur. Je me sentais Dakar bien. même? Alors, je suis arrivée tout de suite sur la petite côte. Ok. En fait, Amadou m'avait trouvé mon appart à distance. Moi, j'ai tout réglé à distance avec l'agent immobilier. Et donc, je suis arrivée tout de suite à Mbour. Ok. Ouais. Mbour, c'est combien de kilomètres de Dakar? Ça doit être 150, 170 kilomètres, à peu près 1h30. Ah, c'est pas loin du tout. Hein. Non, c'est pas loin. Et puis l'autoroute et tout, c'est vite fait. Ok. Dans la journée, tu vas... Il y a des gens qui bossent à Dakar et qui vivent sur la petite côte. Ah, je savais pas. Pour moi, c'était au moins 300, 400, 500 kilomètres. Ça me paraissait loin. Ok. C'est dans le sud de Dakar. Du Sénégal. C'est au sud par rapport à Dakar. Au sud de Dakar, pardon, oui. Ouais. D'accord. Donc, non, c'est vite fait, hein, c'est à côté. Ah, je savais pas. Bon, ouais. Prochaine fois, j'irai. Ouais, mais attends, tu peux pas venir au Sénégal sans venir sur la petite côte. C'est ce que tout le monde m'a dit. Franchement, je sais que j'ai déconné, mais bon, on était non, c'est ça dans pour un la cadre prochaine contraint. fois. Voilà. Ouais, il y aura une prochaine fois, sans aucun problème. Donc, toi, t'arrives directement là-bas. Mais pour moi, ce coin-là, c'est essentiellement un coin de villégiature, quoi. C'est ça? Donc, toi, t'étais en vacances là-bas, au final. Problème pour nous qui vivons là-bas, les gens pensent qu'on est en vacances toute l'année. Franchement, quand je vois les images et tout, il y a le chef Bakary qui est là-bas. Il est vers chez vous, non? Qui ça? Le chef Bakary qui est cuistot. Tu vois pas qui c'est? Si, je sais pas qu'il est là-bas. Ben oui, il est cuisinier là-bas. En tout cas, je sais que... Non, il est à Sali, lui. Sali, c'est à côté, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Saumon, Sali, Ngaparou, Nianing, tout ça, c'est lui. Ben, il est à Sali, il est cuisinier là-bas. Et à chaque fois que je regarde ses stories et tout, je me dis, ah non, lui... En vacances, les palmiers et tout. C'est la belle vie. Le cadre, il est top. Mais on bosse quand même. Mais effectivement, en fait, la petite côte, c'est un potentiel de développement. Et je vois, moi, en 5 ans, qu'effectivement, ça se développe, en fait. Tu vois, donc, c'est sûr que la plupart des gens vont directement à Dakar, parce que c'est la capitale. Ouais. Mais moi, j'avais pas envie de quitter Paris avec tout ce que ça représente comme contrainte et tout, pour me retrouver dans une autre capitale. Je me suis dit, là, vraiment, je veux changer de vie. Ouais. Et donc, j'essaye. Si je peux faire du business en étant sur la petite côte, je reste sur la petite côte. Si je dois aller à Dakar, j'irai. Parce que bon, quand tu débarques, il faut quand même t'adapter. Mais le pari, c'était, je vis sur la petite côte et je bosse sur la petite côte. Et t'es parti avec une idée de salariat ou tout de suite tu t'es dit je vais entreprendre? Ça faisait partie des changements aussi de le salariat. C'est-à-dire, ça faisait un moment quand même que j'en avais marre d'être salarié. Ok. Donc, j'avais commencé à me préparer en me formant et tout dans différents domaines. Ok. Donc, c'était l'occasion en même temps de rompre avec le salariat. Donc, je ne voulais pas retrouver de boulot là-bas. Donc, je n'ai pas du tout été dans cette démarche. Mais quel business alors? Quand t'es parti, que t'es arrivé, et au début tu te dis, je m'assieds pour 1 an là, tu voulais faire quoi? Alors, moi, au début, je me suis dit, je vais faire du conseil en organisation, management. En fait, capitaliser sur mes compétences. Parce que ça faisait combien de temps j'étais cadre? Une petite dizaine d'années, quoi. Voilà. Ouais. Donc, capitaliser là-dessus et tout. Et en fait, quand je suis arrivée, ça n'intéressait personne. C'est ça le problème. Donc, sur le papier, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai des compétences et tout. Ça n'intéressait pas. En fait, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients pour ce genre d'activité. Non, il n'y a pas de clients parce que les organisations ont d'autres problématiques. Ils sont pas encore là-dedans. Donc, j'ai vite compris que ça n'allait pas le faire. Et en fait, en parallèle, moi, j'avais des sous pour investir, parce que ça, c'est quelque chose, pour le coup, que j'avais préparé. Je voulais investir. J'avais déjà un terrain là-bas à Sindia, d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai commencé très vite à prospecter pour voir où est-ce que j'allais placer mon argent. Ok. Dans les terrains. Je voulais acheter des terrains. Et c'est ça qui m'a amené à créer Démé, parce que, en fait... T'as galéré. C'est pas que j'ai galéré, au contraire, justement. J'ai trouvé une belle opportunité à Malicounda. C'était un secteur plein de potentiel. Parce que il y avait l'autoroute qui arrivait, il y avait la station balnéaire de Pointe-Sarène. À l'époque, il y avait le projet de Econ City, parce que c'est sur la petite côte aussi. Un maire visionnaire
Tu vois, Magetsen qui a vraiment une vision pour sa commune et qui commençait à poser déjà les jalons et tout. Et en fait, moi, j'ai acheté pour moi et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à dire à la diaspora, bah, venez, on achète. Ça a commencé par le cercle familial et puis ça s'est étendu et tout. Et c'est comme ça que des mèmes est né. Mais dans ma tête, en partant, j'y avais pas du tout cette idée-là. Mais en fait, les gens souffrent pour acheter des terrains en Afrique en étant à distance. On n'y comprend rien. Moi, quand j'ai acheté à distance, j'ai eu de la chance parce que c'était ma belle-sœur. Et du coup, même si je comprenais rien à ce qu'elle me disait, je lui faisais confiance. Donc, elle me dit, envoie-moi 300 000 pour faire la mutation. Je sais même pas c'est quoi une mutation, je lui envoie. Ok, d'accord. Ouais, t'as eu la chance de tomber sur quelqu'un de fiable et ça s'est bien passé. Ok. Tu vois, mais je sais que quand t'es à l'extérieur, tu comprends rien à toutes ces démarches-là. Et si t'as pas de chance, tu tombes sur des gens qui vont Et des fois même, c'est pas que les gens veulent t'arnaquer. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était très technique et que donc, du coup, même avec de la bonne volonté, tu peux toi-même te faire arnaquer ou ne pas savoir, en fait, comment naviguer dans tout ce... Les locaux, tu veux dire? Ouais. Ok. Tu vois, des fois, c'est pas que de l'arnaque, c'est aussi de la méconnaissance. Parce que moi, la chance que j'ai eue, c'est que Amadou, c'était pas son métier de base, mais qui avait une très bonne connaissance sur tout ce qui est foncier, qui avait déjà aidé ses amis à l'extérieur à acheter et tout. C'est lui qui m'a formé et c'est lui qui m'a guidé quand je faisais mes prospections. C'est lui qui m'a dit, attention, par exemple, j'avais trouvé un terrain que je voulais acheter. Donc, je lui ai demandé de vérifier ce terrain avec moi et tout. Donc, alors déjà, lui, il a un réseau de malades. Donc, il a appelé les chefs de quartier en disant, tel terrain appartient à un tel. Est-ce que c'est commencer la famille, machin et tout. Il a commencé déjà comme ça à faire sa petite enquête. Et lui, c'est un local, du coup? Oui, Amadou, il est né là-bas. Ok. Ouais, il a fait toute sa carrière là-bas. Donc, très bien connecté. Et puis, après, voilà, on est parti à la mairie, regarder le registre foncier, machin. Donc, il m'a guidé dans cet achat. Du coup, je l'ai pas acheté, le terrain, parce que je me suis rendu compte que la personne qui vendait, c'était le fils du propriétaire. Mais le père était décédé et n'avait pas organisé l'héritage et tout. Donc, j'ai pas acheté parce que sinon, j'allais me retrouver dans des trucs administratifs très longs, très chiants. Et donc, voilà, Amadou, il s'est vraiment... Et un jour, on était posé chez moi et je lui dis, bon, comment ça marche et tout? Qui fait quoi à l'administration? Et il m'a fait un cours magistral et moi, j'étais en train de noter. J'ai dit, mais Amadou, j'ai dit, là, on a de l'or dans la main. J'ai dit, là, j'ai dit, ce que tu viens de m'apprendre, c'est un truc de fou parce que nous, quand on est à l'extérieur, on n'a pas connaissance de tout ça, on se fait arnaquer et tout. J'ai dit, donc, toi et moi, on va aider la diaspora à acheter des terrains ici avec cette connaissance-là et avec notre capacité justement à pouvoir vérifier les biens. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai juste fait un post sur Insta en disant, moi, je suis au Sénégal. Moi, j'ai acheté des terrains. Donc, si vous voulez, je vais vous aider à faire la même chose, etc. D'accord. Ouais. Et c'est là qu'est né Demai. Ouais. Demai signifie quoi? En fait, c'est Demai. Ça, en Bambara, ça veut dire aider. Ok. D'accord. Et donc, la mission première, c'est, voilà, on vous aide, j'allais dire investir, non? Pas investir au pays, mais à vous investir. C'est ça que tu as dit tout à l'heure? Et effectivement. Donc, à la base, voilà, nous, on vend des terrains. Ouais. Mais la mission, la vision d'Emès, c'est on vous aide à investir l'Afrique. Parce que justement, avec Malicounda Diaspora, on a vraiment vite compris que si on se met en communauté, on va pouvoir faire quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas juste acheter son terrain et vivre entre nous, machin. Ça, on va en parler, t'inquiète pas. Tu vois. Et donc, c'est comment on va impacter culturellement, économiquement, socialement, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus large que juste investir en Afrique, mais vraiment investir l'Afrique. Voilà, investir l'Afrique. Voilà, ce slogan-là, il vient de. Donc, Demai, c'est ça, le service principal, c'est aider la diaspora à acheter dans cette zone-là du Sénégal ou au Sénégal au sens large. Alors, au début, on était sur toute la petite côte. Parce qu'on n'avait pas nos propres produits quand on a démarré. Ok. On faisait du courtage. Ouais. On prospectait. Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs et tout. Ouais. Et quand on a découvert Malicounda, c'est là où on a commencé à faire nos propres lotissements et à vendre nos propres terrains. Et
le projet, il a explosé. C'est-à-dire que la demande a explosé. Et donc, à partir de là, tout ce qu'on faisait en annexe, on a arrêté pour se concentrer sur ce projet-là. Donc, on a fait... Alors, aujourd'hui, 5 ans après, c'est un peu plus large dans le sens où, tu sais, moi, j'ai toujours partagé ce que je faisais sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube notamment, et puis sur Insta et tout. Et donc, j'ai toujours des demandes sur je veux venir m'installer, comment je fais, je veux entreprendre, comment je fais, je veux investir, comment je fais. Donc, d'une manière globale, ce que je fais aussi, c'est que j'aide la diaspora à se repatrier grâce à l'immobilier. C'est-à-dire, quelle stratégie tu vas mettre en place pour pouvoir venir t'installer? Il faut que tu aies des revenus. Ouais. Parce il faut beaucoup de cash pour vivre au pays. Il faut sécuriser ses revenus. C'est ça. Et du coup, je me pose la question, toi, t'es descendu avec combien? Alors moi, je suis descendue avec 2 enveloppes. J'avais une enveloppe de 12 000 euros pour vivre pendant 1 an. Ok. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme du tout. Ouais, parce que la vie là-bas, 12 000... Mais je suis pas à Dakar, je suis sur la petite côte. C'est le niveau, enfin c'est moins cher. Ouais, le train de vie est moins cher. Oui, ok, oui. d'accord. Après, par contre, attention, ça augmente dangereusement chaque année. Mais à l'époque, tu vois, par exemple, mon loyer, c'était 120 000. Donc 120 000, 170 euros à peu près. Moins de 200 Un petit appart à Hambourg. Ok. Par contre, ce qui coûte cher, c'est l'école et le transport. Ouais. Tu vois. Mais 1 000 euros, j'étais toute seule avec Isia. Ça allait. Ça allait. Ok. En faisant attention. Parce qu'à Dakar, c'est mort. À Dakar, c'est mort. Avec 1 000 euros, tu peux même pas te loger. Tu peux pas te loger. Et si tu te loges, voilà, c'est les conditions. Donc, petite côte. Okay. En 2019. Ouais. En 2024, il faut prévoir quand même un autre budget. Ok. Ouais. D'accord. Donc, pendant 1 an, et j'avais 15 000 euros que je voulais investir. Ok. C'est pas non plus des 1000 et des 100 au final. Non, c'est pas énorme. Parce que moi, je m'attendais à ce que tu me dises, oui, je suis descendu avec 100 000 euros. Tu vois? Ah, j'avais pas tout cet argent. Mais avec mon petit, là, j'ai fait fructifier. Ouais. D'accord. Donc, tu avais 2 enveloppes, une enveloppe pour investir, une enveloppe pour vivre. Mais ça t'a permis d'acquérir quand même des biens à vous-même, ou bien c'est avec le bénéfice que vous avez fait sur le courtage que vous avez pu investir dans des terrains. On n'a pas fait un gros bénéfice sur le courtage parce que c'était vraiment une petite activité. Vous preniez combien de commissions à peu près? On prenait d'un côté 6% et d'un côté 10%, je crois. Ok. D'accord. Franchement, c'était pas énorme. C'était pas énorme. Et puis, on n'a pas fait cette activité-là pendant longtemps. Mais par contre, avec les 15 000 euros, on a commencé à acheter un bout de terre. Je crois qu'on avait pris à l'époque 5 000 mètres carrés qu'on a morcelé. D'accord. Et après, avec les... Ça fait combien d'hectares? Ça fait même pas 1 hectare, ça, non? Ça fait un demi. Un demi-hectare, voilà. Ça fait un demi-hectare. Et en fait, après, on a vendu les terrains et c'est grâce aux ventes qu'on a pu faire après toutes les parties techniques. C'est-à-dire mettre les bornes, payer les trucs administratifs, etc., etc. D'accord. Mais ça a très bien fonctionné. Donc, après la première opération, on a répété. D'accord. Et en fait, à chaque opération, on répète le même processus. Et donc, on achète des surfaces, des grandes surfaces qu'on morcelle et qu'on vend à l'unité. Ok. Parce que, alors, tu dis que ça a très bien fonctionné. Ce week-end, on était tous les deux à un Back to Africa, de Philippe Simo. Et dans les discussions, il y a eu pas mal de discussions sur l'immobilier. Et je sais pas si c'est Pathé qui l'a dit ou quelqu'un d'autre, mais il disait que sur le sujet de l'immobilier en Afrique, il y a toujours plus de demandes que d'offres. Tu le confirmes, ça? Ah oui. L'immobilier, c'est un truc de dingue. Il y a un besoin, que ce soit local, que ce soit des touristes, quel que soit le type d'immobilier, que ce soit du foncier, que ce soit de la construction, de la promotion, si tu arrives à te lancer dans ce business, tu vas réussir. D'accord. Mais c'est un milieu très difficile. Par rapport à quoi? Moi, je suis même pas encore comme Pathé. Hein. Je le regarde, c'est vraiment là où je veux aller. Ok. Mais moi, déjà, à mon niveau, je fais principalement du foncier. Bon, j'accompagne sur de la construction, j'ai des partenaires et tout, j'ai un réseau. Mais j'ai pas ma propre équipe encore. Okay. Tu vois? Et rien que sur le foncier, la partie administrative, c'est un petit peu difficile. Parce que ça prend du temps des fois, parce que il y a un nouveau gouvernement qui arrive et ça rabat toutes les cartes. Il faut se réadapter. On te demande ça aujourd'hui, on te demande ça demain. On te bloque tes dossiers. Il faut savoir lire entre les lignes. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et ça, en fait, comme tu as plein
t'as différents niveaux, parce que les papiers, t'as le niveau de la mairie, t'as le niveau de la sous-préfecture, t'as le niveau de l'État, bah c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et il faut faire preuve de résilience et il faut bien comprendre le milieu dans lequel tu évolues. Alors moi, j'ai mon associé qui est sénégalais, hein. Ouais. Parce que moi, je parle pas Wolof. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai débarqué, je ne comprenais pas un mot de Wolof. Ah, c'est vrai. Donc, heureusement, mon associé, bon, maintenant, je comprends un peu et tout. Ouais. Mais bon, pas de quoi me la raconter parce que vraiment, mon niveau, il est bidon. Mais, donc, c'est Amadou qui se charge de toutes les négociations, de tout ce qui est administratif. Parce que le Wolof est fort quand même au Sénégal. Hein. Oui. Tu vois, pour la diaspora, faut que les gens en aient conscience. Moi, on m'avait toujours dit même attention, parce que si tu parles pas Wolof, tu peux pas faire du business. Je crois pas que ce soit à ce niveau-là. Non, c'est pas à ce niveau-là, parce que c'est un pays francophone quand même. Ouais, voilà. Tu vois. Mais quand même. Bah, c'est toujours mieux de parler Wolof. Ouais. Mais même pour nous qui parlons Wolof, qui sommes de la diaspora, même pour des gens qui sont nés au Sénégal, qui ont grandi par exemple jusqu'à 18 ans, il y en a plein qui ont quitté à 18 ans pour aller faire des études. Mais même eux, on les prend pour les toubabs mais on essaye de les rouler dans la farine. Hein. Même s'ils parlent parfaitement Wolof. D'accord. Donc, c'est un milieu assez difficile. Tu peux te faire, même toi en tant que pro, tu peux te faire arnaquer si tu fais pas attention. Ouais. Ah oui, c'est compliqué parce que les gens voient, ils te voient déjà comme quelqu'un de riche automatiquement. Donc c'est pas grave si on lui vole 1000, 2000 euros. Ouais, elle s'en remettra. Elle s'en remettra et puis voilà quoi. Et puis en tant qu'entreprise aussi, on se dit, bah, eux ils pèsent, ils ont de l'argent, ils vendent. Donc tout le monde veut goûter au gâteau. Donc t'es toujours sur le qui-vive quoi. Toujours sur les qui-vive, il faut être très fin. Ouais. Faut être très fin, savoir comment prendre les gens. Puis la communication, tu vois, il faut s'approprier en fait les codes. Mais est-ce que tu as des anecdotes justement de ça, de situations où voilà, t'es allé sur un dossier, tu sentais que les gens essayaient de te mettre à l'envers Bah déjà rien que perso, quand je suis arrivée et que je me suis dit je vais aller voir ma demande de bail là pour mon terrain de Cynthia. Donc je vais dans le bureau et tout, et puis le gars, il était gentil hein, mais il me donnait aucune info concrète. En fait, il me donnait aucune info concrète parce qu'il attendait que je lui file un billet. Ah, ok. Mais moi, je fais toujours la teubée. Je fais toujours la naïf. Ok. Donc, j'ai quand même réussi à avoir mon numéro de dossier, machin et tout. Et puis, moi, je taille. Il me dit, oui, si vous avez besoin, machin. Enfin, tu sens qu'il veut me faire revenir, quoi. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. T'es parti tranquillement. Jusqu'à présent, mon dossier de bail, je ne sais même pas où il est. Parce que j'ai même pas le temps de m'en occuper en vrai à cause du boulot. Okay. Mais même professionnellement, tu peux tomber sur des gens. Nous, on est tombé une fois, on a failli se faire. Et d'ailleurs, je pense qu'on avait même déjà commencé à payer un soi-disant prestataire qui devait nous aider à faire les dossiers de bail, je pense, à l'époque. Ok. Et donc, il nous a vendu Monts et Merveilles. Et en fait, on s'est rendu compte que il pouvait rien faire pour nous et que il a juste vu l'argent potentiel qu'il pouvait se faire et il n'y avait pas de résultat. Donc, on lui a couru après jusqu'à fatiguer. Mais heureusement que ça, c'est quelque chose aussi, il faut toujours faire doucement au bled. On lui a pas payé toute la prestation. Ouais. Tu payes toujours un acompte et le resto. Et ça, même quand tu prends ton taxi, même quand tu fais des petits business bidons, si tu vas chez le tailleur, tu le payes pas. Tu lui donnes un acompte. Quand il a fini, tu payes. Parce que sinon, tu vas jamais t'auras jamais le résultat. Tu vois? Et ça, c'est à toutes les échelles. Donc, heureusement, on fonctionne comme ça. Mais si on avait tout payé, mais le gars, il allait nous prendre beaucoup d'argent et pas nous aider à faire nos démarches. Donc, ouais, c'est pas évident de trouver les personnes fiables. Tu vois? Qui te donnent les bonnes informations et tout. Et toi, ta plus-value, c'est de dire, je me suis fait arnaquer suffisamment de fois pour pouvoir dire, là, c'est pas la direction où il faut aller, quoi. Mais c'est ça. C'est que nous, on galère pour vous. Parce que quand on vend le terrain, par exemple, on fait la mutation, c'est dedans. Donc, c'est nous qui allons nous occuper de ça. Quand je suis sur un mode plus accompagnement, coaching et tout ça, machin, c'est ça. C'est OK, tu veux faire tel projet, tu veux investir de telle et telle manière. Attention, voici mon réseau, etc., etc. Donc, c'est un peu de dégager la voie pour faciliter les choses pour les autres, quoi. D'accord. Et donc, t'expliques que t'as d'abord acheté un terrain, t'as séparé en parcelles, t'en as acheté d'autres. Est-ce que tu peux expliquer en termes de business
combien est-ce que ça rapporte, ce type de business-là? T'achètes X, tu réussis à dégager combien de marge ou de bénéfices en séparant? Est-ce que tu as ce type d'informations? Les marges sont très intéressantes parce que même nous, en pratiquant des prix pas très élevés, on a quand même des bonnes marges. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un lotissement, tu vas avoir différentes taxes. Ah, ok. En fait, quand tu fais un lotissement, tout le lotissement, au final, ne t'appartient pas. Comment ça? Parce que tu as des taxes. Après, je peux pas parler de toutes les taxes. Mais tu te fais taxer de sorte que, au final, tout ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu as des charges, en fait. Ouais. Tu as 10 lots, tu as toujours un lot qui va partir pour le chef on va dire, pour qui? Des taxes qui vont permettre un certain nombre de choses. Ah ouais? Ouais. En fait, bon, après, voilà, c'est normal aussi parce que tu es, en tant qu'entreprise, tu es sollicité pour aider aussi au développement des communes, au développement donc tu payes des impôts et des taxes comme partout. Mais c'est vrai que comme on est en Afrique, les gens pensent que quand tu fais du business, c'est 100% qui vient dans ta poche. T'as énormément de charges. T'as des taxes, tu payes les techniciens aussi pour découper. Tu dois aussi te conformer à la réglementation. Donc, quand tu achètes 1 hectare, tu vas aménager 70% en fait de cet hectare pour en faire des parcelles parce que il y a les rues, il y a les espaces verts, etc. Donc, ce sont des opérations qui sont lourdes à réaliser. Parce que tu achètes le terrain. Ensuite, tu as toutes les parties administratives. Donc, tu as le chef de village, effectivement. Tu as la mairie, tu as l'État, etc. Il y a différents niveaux d'administratifs qu'il faut respecter. Tu vois, heureusement, nous, en fait, on a, là, sur Pointe-Sarène, on fait des lotissements. Et depuis que le nouveau gouvernement est arrivé, il a suspendu toutes les démarches administratives de Pointe-Sarène et d'autres zones. Ok. Oui, j'ai vu. Pour contrôler le foncier. À Thiès. Je crois à Thiès, ils ont fait un truc comme ça. C'est possible. Ouais. À Thiès, à Dakar, sur certaines zones parce que il y a sensibles. Justement, il disait que les maires... En fait, il donnait un cas, Dioma, il disait que voilà, à Thiès, ils devaient raménager une ville. Et il y avait une partie qui devait rester en HLM, en tout cas pour la mairie. Ouais. Et finalement, je sais pas quelle était la part qui devait rester à la mairie, mais en réalité, la part qui restait à la mairie, c'était genre 1% de ce que la mairie aurait dû avoir. Et il y a un promoteur qui, lui, a pris pour lui toute la part qui devait revenir à la mairie. Donc, quand il est arrivé, ils ont gelé toutes les constructions pour pouvoir voir régulariser. Voilà, exactement. Ils ont fait ça dans plusieurs zones. Donc, Pointe-Sarène, où nous, on a des lotissements. Ok, d'accord. Et du coup, justement, ils contrôlent la régularité des lotissements. Ok. Est-ce qu'on a bien respecté toutes les règles du jeu? C'est une bonne chose, en soi. Alors, on souffre. Je vais pas te mentir que c'est un peu difficile parce qu'ils sont arrivés du jour au lendemain et ils ont suspendu du jour au lendemain. Ouais. Mais effectivement, quand le contrôle sera terminé, nos terrains auront encore plus de valeur parce qu'on a montré patte blanche. Ah, en plus, bah oui. Bah ouais. Parce que là, t'es sur des lots. Non seulement nous, on te dit qu'ils sont bons, mais là, l'État ça a été aussi. validé par le nouveau gouvernement qui. Parce que eux, je peux te dire qu'ils sont sans pitié. Ouais. Il y a un problème, ils t'arrachent le truc. Hein. Ouais. Donc, heureusement, nous, on a eu justement les contrôles. En fait, ils ont mis en place des commissions qui allaient sur le terrain vérifier, machin et tout. Donc, nous, sur Pointe-Sarène, là, on attend la levée pour pouvoir continuer à Mais vous, bosser. en fait, là où c'est chiant, entre guillemets, c'est parce que ça immobilise du cash et que normalement, ça aurait dû être vendu et que vous auriez dû récupérer vos parts, quoi. Exactement. D'accord. On peut toujours vendre. Mais on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Donc, par prudence, on ne le fait pas. Et même pour les clients, futurs clients, c'est une insécurité, en fait. C'est une insécurité, c'est déjà long, l'administratif, on a déjà des retards, donc on ne peut pas se permettre. D'accord. Donc, voilà, donc tu as tous les techniciens, les géomètres et tout ça. Il faut faire des plans, il faut les faire valider. Donc, c'est pas un métier facile. Moi, j'aurais pas pu le faire toute seule. Je peux le faire parce qu'Amadou, il avait déjà un certain nombre de connaissances.
et qu'il est en capacité aujourd'hui, grâce à son réseau, d'aller chercher aussi les bonnes infos, quand il y a des problèmes, de trouver des solutions et tout. Il y a un cabinet aussi à Malicounda qui a été recruté par le maire pour régulariser aussi tous les lotissements. Donc ça, c'est un travail qui avait été fait encore avant, jusqu'à l'année dernière, avant que le gouvernement arrive. Donc c'est assez technique et c'est assez lourd en termes de charges financières. D'accord. Mais vraiment, l'opération, tu peux sortir avec 20-25% de marge. Ce qui est très, très intéressant. Tu trouves? Bah ouais. C'est des gros monts. En fait, il y a du volume. Parce que tu as à la fois, nous, quand on fait un lotissement, aujourd'hui, on fait un lotissement de 1 hectare, on va dire. Ok. On peut vendre 15 parcelles sur sur ce lotissement. Ok. Parce que toutes les parcelles ne nous reviennent pas. Donc, on peut vendre 15 parcelles, mais quand tu vends 15 parcelles à par exemple, 10 millions. Ça fait 150 millions. Et tu gardes 25%. 15, 30, un peu plus de 30, 32, 33, c'est ça? 33 millions? Ouais. C'est quand même intéressant. C'est pas tous les business qui peuvent, tu vois? Quand tu fais le chiffre, ouais. Okay. En fait, c'est le volume qu'il faut regarder. C'est sûr que si tu vendais que 2 parcelles par-ci, par-là, ce serait pas très intéressant. Mais nous, on peut vendre 15 parcelles sur une opération. D'accord. Ok. En 10 ans, on a parlé à plus de 1000 entrepreneurs. Et bien souvent, quand vous parlez avec les entrepreneurs, ils pensent tous que leur problème vient du manque de financement. Mais quand on les écoute, quand on écoute leurs problématiques, on comprend très bien que la vérité, la difficulté est ailleurs. Les entrepreneurs se plaignent du manque de cash. Premier trimestre en haut, deuxième trimestre en bas, troisième trimestre en haut. Et ça, c'est un problème de gestion de la trésorerie. Ils se plaignent aussi des relations avec les salariés. Ils ont du mal à transmettre leur savoir à tous leurs employés, ou ils ont du mal à retenir les talents ou à choisir le bon talent pour la bonne tâche. Autre problématique qu'ils rencontrent, c'est cette difficulté qui consiste à savoir quelle décision prendre pour le bien-être de la boîte. Est-ce que j'ouvre cette boutique maintenant? Est-ce que je vais à l'international tout de suite? Quelle est la stratégie pour la pérennité de mon entreprise? Enfin, l'entrepreneur se plaint souvent de la solitude. Quand on est entrepreneur, on ne sait pas à qui on peut parler pour se confier sur les problématiques que l'on rencontre dans sa boîte. Pour tous ces problèmes, nous avons une solution, qui sont les Kali Business Club. Qu'est-ce que c'est? C'est des clubs privés dans lesquels on va apporter à l'entrepreneur la formation et les mentors pour lui permettre d'exploser le plafond de verre et de devenir véritablement un entrepreneur accompli et de dépasser ses limites. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cadre-là? On va faire des formations en matière de leadership, des formations en matière de gestion d'entreprise, en matière également de marketing et communication et de stratégie d'entreprise. À côté de ça, on organisera des dîners avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi ce pourquoi, en tant qu'entrepreneur, vous vous battez tous les jours et qui sont à disposition pour vous mentorer. Qui peut intégrer le club? Il ne s'agit pas d'un club pour les créateurs d'entreprises. C'est un club pour les dirigeants, pour les entrepreneurs qui font déjà plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Comment faire pour s'inscrire? Si vous voulez plus d'informations, allez dans la description du podcast et vous aurez tout pour savoir comment vous pouvez rejoindre ce club qui vous permettra, je le sais, grâce aux formateurs qu'on a sélectionnés, grâce aux mentors qui seront à votre disposition pour vous accompagner, eh bien, vous aurez toutes les clés pour pouvoir exploser le plafond de verre et déployer votre entreprise. D'accord. Donc avec le volume et tout, si c'est quand même intéressant parce que là, tu peux payer tes charges, tu peux avancer, tu peux refaire. Et réinvestir. Parce qu'en fait, là, ce que je comprends, c'est que toi, c'est ce cœur de business là qui te permet ensuite de réinvestir. Exactement. Donc, faut que tu maximises au maximum. Enfin, que tu maximises en tout cas ton bénéfice, quoi. Exactement. Parce que sinon, tu vas être limité dans le rachat. 15 parcelles, tu les vends en combien de temps? Avant, je les vendais beaucoup plus vite. Ça dépend de l'opération, ça dépend du produit, parce qu'il y a des produits qui attirent beaucoup plus que d'autres. Mais moi, je peux vendre 15 parcelles en un mois. Hein. Ah, ça c'est autre chose. Si, je peux vendre 15 parcelles en un mois. Oui, les chiffres sont bons. Voilà. Ah oui. Moi, je pensais que c'était une histoire d'un an ou un truc comme ça. Non. Ah oui. Non, elle est belle. Non, elle est belle. On vend, franchement, ça va. On
On vend bien cette année, on vend beaucoup moins cette année parce que justement avec le gouvernement qui est arrivé, les retards administratifs, il y a ça aussi. En fait, on est dans un environnement qui est très très fructueux, c'est comme ça qu'on dit? Non, c'est pas ça que je cherche comme mot. Rentable, c'est un business très rentable, mais le contexte, il est très difficile. C'est surtout ça, ouais. Donc là, tu vois, par exemple, depuis 2 ans, on subit beaucoup de retards administratifs et donc ça impacte énormément sur nos ventes et sur notre business, du coup, sur notre chiffre d'affaires. D'accord. Donc, il faut y aller en connaissance de cause. C'est pas la fête tous les jours. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu vois. Mais voilà, et je dis toujours, en fait, plus le risque que tu prends est grand, plus les résultats sont grands. C'est toujours ça. Donc, tu peux faire du courtage, mais les résultats vont être... ça sert à rien. Ouais, c'est pas très intéressant par rapport à l'effort que tu vas fournir. Donc, nous, on a vraiment choisi cette stratégie. C'est un peu difficile, mais ça paye. Et d'où viennent tes clients? C'est Instagram majoritairement? Moi, j'ai commencé sur Instagram, YouTube. YouTube, Instagram, et jusqu'à présent. Je me semble on a une chaîne YouTube, on a plus de 20 000 abonnés. On a plus de 21 000 abonnés même. Ouais. En fait, chaque semaine, je faisais... Bon, là, j'ai un peu ralenti le rythme, mais chaque semaine, je faisais une vidéo. Pour présenter... soit pour présenter les nouvelles campagnes, mais après, plus largement, sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur le Sénégal. Ouais. D'accord. Ouais. Et le profil des gens qui achètent, c'est qui? C'est plus diaspora sénégalaise? Parce que la dernière fois que je suis allé... Diaspora tout court. Moi, quand je suis allé la dernière fois à Dakar, j'ai un de mes gars, là, Mamtala, que je salue. Il m'a pris en voiture. On avait fait un tour on tournait comme quand on tourne à Paname, sauf que là, on tournait à Dakar, quoi. Et à chaque fois, il me montrait, tiens, regarde, ça, c'est un mec de Paname, ça, c'est un mec du 9-3, ça, c'est un mec du 78, ça, c'est un mec... Mais j'ai remarqué que majoritairement, les gens qui étaient là, c'était quand même des Sénégalais. Et je me suis posé la question de savoir, à Dakar, est-ce que c'est que les Sénégalais qui viennent investir, ou bien tu ressens qu'il y a une demande... Les Africains. Ouais. Nous, on a de tout dans la communauté. On a des Sénégalais, bien sûr, on a des Gambiens, on a des Maliens, on a des Guinéens, des Camerounais, on a des Congolais, on a des Antillais. Beaucoup d'Antillais, non? Alors, beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais quand même pas mal. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Tu vois? On avait fait un événement pour rassembler la communauté au Sénégal. J'ai un Guadeloupéen qui est venu, De Guadeloupe, il est venu? Il est venu au Sénégal. Donc, on a de tout. D'accord. Honnêtement, et même Dakar, c'est très cosmopolite. Si tu regardes les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants africains. Ouais. Au niveau des étudiants, ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Nous, on a pas mal de mais il y en a jeunes plein qui restent qui viennent. Pour bosser après. Des Béninois aussi, t'en as beaucoup. Donc, et même, sur la petite côte aussi, c'est aussi assez cosmopolite. T'as des diasporas d'un peu partout en Afrique. Ouais. Moi, je pensais que ceux qu'on voyait souvent sur la petite côte, c'est les touristes. Parce que c'est très touristique. Aussi. Mais en termes d'habitants, pour moi, je pensais que, mais peut-être à tort, forcément à tort. Il y a aussi de la diaspora africaine et de plus en plus, D'accord. À quel moment tu te dis, je vais créer ma ville, mon quartier? Au début, ça commence avec un lotissement. Et puis, quand t'en fais 3 ou 4, tu te dis, on va créer un quartier, en fait. Mais la vision quartier, en fait, c'est autre chose que de juste vendre des lots. En fait, il y a un projet, de société. Derrière. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment est-ce que cette vision, elle est née? Nous, on veut une communauté puissante, économiquement. Tu vois? Encore une fois, moi, ça naît de la frustration de même au pays ne pas pouvoir consommer 100% africain. C'est bien que tout le monde vienne faire son business et les gens ont raison. C'est nous qui avons tort. Parce que nous, dans notre communauté, j'ai remarqué quelque chose. Des fois, il y avait des gens qui m'appelaient, qui veulent des terrains et qui veulent dans une zone déjà habitée. C'est pas mauvais, mais c'est des gens qui manquent de vision des fois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ils ont peur, par exemple, ils disent oui, moi je vais pas acheter à Malicounda parce que c'est la brousse. Mais il faut savoir que les gens là, qui ont créé des hôtels de luxe, qui ont monté des complexes hôteliers, ils ont acheté, c'était la brousse à l'époque, parce qu'ils ont eu cette vision. Et ça, c'est pas des Africains, c'est des Belges, c'est des Français qui sont venus, qui ont compris que ici et là, les terrains, c'est pas rien. Tu vois?
Et du coup, vraiment, la vision de créer un quartier ensemble, c'est de prendre ces Africains qui comprennent la vision et qui se disent oui, ensemble, on va pouvoir vraiment impacter économiquement. Tu vois? Et quand on va impacter économiquement, ça va ruisseler, en fait. C'est-à-dire, individuellement, je vais m'enrichir. Collectivement, on va s'enrichir aussi. Et là, on va consommer africain. Et là, on va faire circuler l'argent en Afrique. Parce que quand l'argent et quand les business appartiennent à des étrangers, l'argent sort de l'Afrique et retourne. Nous, on a ce sujet en Centrafrique. Je pense que je dévoile aucun secret, mais on voit, par exemple, que les Libanais, eux, ils fonctionnent en communauté quand ils sont à Bangui. Et il y a un rapatriement des fonds, tu vois. C'est-à-dire que l'argent, ils le prennent et ils partent et ils le ramènent au Liban, tu vois. Ils font leur argent grâce aux Africains, mais l'argent sort. Exactement. Et nous, on veut faire de l'argent au pays avec les Africains, mais que ça circule en Afrique. Mais donc, ce que je comprends, c'est effectivement créer une économie communautaire sur Malicounda. Maintenant, après, quelles sont les valeurs de ce quartier? J'imagine que il y a un projet de société, un projet sociétal. Parce que tu vois, on va se dire les choses en toute transparence. Moi, le gars, quand on parlait, justement, bien que j'ai pas donné son nom, il me disait, tu sais, théorie du genre, tous ces trucs-là qu'on enseigne à l'école à mes enfants. Moi, je veux plus de ça. Et je veux aller dans un coin où je suis qu'avec des gens qui me disent la même chose. On est tous d'accord sur le rejet de ce modèle de société-là, tu vois. Donc, ça veut dire que il a trouvé un modèle de société dans ce que tu proposes. Alors, moi, je propose pas un modèle de société parce que je vis déjà dans une société. On vit au Sénégal et on va pas vivre à Malicounda, ça va pas être une île au milieu de nulle part. On vit déjà dans une société africaine patriarcale. D'ailleurs, moi, le patriarcat, c'est pas ma tasse de thé, je suis une féministe. D'accord. Et je sens que je vais perdre des clients, là. tous les frères, là, ils vont dire, c'est quoi le projet, là? Mais non, je vends pas une... voilà, on est déjà dans une société. Donc... moi, je viens pas avec un nouveau paradigme. C'est pas non plus la pensée unique. Okay. C'est pas parce qu'on est tous de la diaspora qu'on va forcément justement avoir les mêmes sensibilités et penser de la même façon. Par contre, on va partager une vision commune qui est d'être ensemble et de se respecter les uns les autres, de s'intégrer dans le pays dans lequel on est, de transmettre une connaissance de l'Afrique à nos enfants, tu vois, de viser un certain niveau d'excellence dans ce qu'on va faire. C'est plus ça. Tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est cette vision-là. Et après, voilà, on va s'adapter à la société dans laquelle on vit. Et effectivement, quand on vit au Sénégal, on est dans un pays très religieux, majoritairement musulman, mais pas que, aussi chrétien et aussi animiste. Donc, on est plutôt dans un environnement où les gens ont la foi. Et ça, c'est quelque chose qui nous rassemble tous africains de la diaspora ou qui sommes sur place. Donc, c'est dans cet environnement qu'on va aller s'intégrer. Mais moi, j'ai pas un paradigme de société. Je suis pas à ce niveau-là. Non, mais parce que pour moi, quand tu parles d'une communauté, il y a des valeurs, tu vois. Par exemple, là, t'as parlé de deux choses. Excellence et éducation de nos enfants. Et je pense éducation à l'excellence aussi, mais notamment sur l'histoire, c'est ça. Ouais. Par exemple, vous allez faire des écoles, j'imagine bien. Ben, j'espère qu'il y a quelqu'un de la communauté qui fera une école. Et je sais qu'il y a plusieurs membres de la communauté qui sont dans l'éducation et qui ont des projets dans ce sens-là. C'est ça. Ouais. Quels sont, par exemple, parce que, en fait, il faut que les gens puissent se projeter, tu vois, de se dire... Concrètement, si tu ramènes une école, qu'est-ce que tu aimerais que les enfants reçoivent comme éducation dans cette école, qui différerait de ce qu'ils peuvent avoir ici ou ce qu'ils peuvent avoir dans une école publique au Sénégal? La grosse différence, parce qu'il faut savoir que dans les écoles sénégalaises, on n'apprend pas forcément l'histoire de l'Afrique. D'accord. Dans l'école où est ma fille, là, dont la fondatrice est une amie de la diaspora américaine, eux, ils ont vraiment un accent sur l'histoire africaine. Ok. Ils ont un accent sur l'enfant est dans un contexte africain, donc il doit apprendre dans ce contexte africain. Donc quand je fais de la géographie, c'est pas le Rhin que je vais aller étudier,
Parce que dans les écoles publiques, on apprend le Rhin. Je pense encore, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement qui est en train d'émerger. Et en fait, moi, c'est ce type d'école que je veux à Malicounda Diaspora. L'universel, c'est-à-dire que les enfants, ils sont mondialisés. Nos enfants, on est tous mondialisés. Mais on est dans un contexte africain, donc on veut connaître aussi notre histoire africaine et on veut que nos enfants connaissent notre histoire africaine. Voilà, moi c'est ça que je veux pour nos enfants de la diaspora, parce que moi je me trouve déjà déracinée, déconnectée. J'ai fait la démarche. Si j'avais pas fait la démarche, il y a plein de choses dont je n'aurais pas connaissance. Donc j'aimerais bien qu'à l'école, les enfants automatiquement ils puissent et puis apprendre le Wolof aussi, par exemple, parce que ça, c'est aussi important d'arriver dans un pays où les enfants, nous-mêmes, déjà, on parle pas forcément notre langue maternelle. Donc, nos enfants, il peut y avoir encore un autre gap. Donc, ça, c'est des choses... Et les gens avec qui j'ai parlé dans la communauté qui sont dans l'éducation, c'est des valeurs qu'on partage. Donc, contextualiser l'éducation que les enfants ils vont recevoir. Sans les enfermer, parce que le but de la communauté... En fait, communautaire, c'est pas être enfermé. C'est justement partager des valeurs communes, une histoire commune, mais on reste quand même mondialisé. Totalement. Tu vois, et il faut que demain, si nos enfants, ils ont envie d'aller vivre aux États-Unis, en Europe, en Asie, machin, ils puissent le faire. En fait, tu veux pas faire le Mormon de Dakar, quoi. Non, du tout. Ça, c'est... Alors là, c'est des modèles qui me font peur, moi, ça. Ah ouais? Ouais, c'est trop fermé. Ouais, ok. On vit dans un monde... Moi, ça m'a fait rire cet été quand je suis arrivée à Paris. Ma fille qui vit à la Saumone. Donc, depuis 5 ans, mine de rien, elle a 12 ans, donc presque la moitié de sa vie. Hein. Ouais, quand même. On est arrivé chez ma copine qui vit à Créteil, donc nos gamines, elles ont 1 an de différence, elles étaient habillées exactement de la même manière. Mais c'était vraiment drôle à observer parce que je me suis dit, on est vraiment dans la mondialisation. Ouais. La gamine de Paris et la gamine de Saumone sont habillées exactement de la même manière. Elles écoutent la même chose. Elles regardent elles ont les mêmes centres d'intérêt. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc n'oublions pas non plus qu'on vit dans ce monde. Sauf que j'ai mon identité. Mais c'est malheureux ça quand même un peu. Non? En fait, il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que il faut trouver la manière de garder son identité. Et par exemple, il y a quand même la différence, c'est que Isia a les cheveux crépus, c'est ok, parce que je l'ai éduquée avec le fait que c'est ok et qu'on n'est pas obligé d'avoir les cheveux lisses pour être belle, même si mondialement c'est quand même encore la norme. Ok. Mais j'ai mes cheveux crépus. Et je trouve que c'est plus facile de le faire au Sénégal. Parce que j'ai l'impression, quand même, hein. À part les nouvelles premières dames, là, qui sont, elles ont capté que le Back to Africa, c'est un vrai sujet. Ouais. Mais quand tu regardes les présentatrices télé et tout, la perruque, c'est un peu la règle et le défrisage, ça reste encore quelque chose de fort, dans certains pays d'Afrique. Oui. Ça, j'avoue que moi, ça m'afflige. Alors, je juge pas, chacun se coiffe comme il est, mais je pense que le cheveu, quand même, c'est un marqueur identitaire. Et donc, c'est pas anodin. Après, je comprends, on a la chance d'avoir des cheveux versatiles, on peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux, donc amusons-nous. Ok. Mais amusons-nous à condition d'avoir bien compris que notre cheveu, c'est notre identité et qu'on va pas forcément le dénaturer pour essayer de ressembler à d'autres personnes qui, de toute façon, même avec les cheveux lisses, ne nous accepteront pas. Tu vois? Donc, moi, ma fille, elle peut faire ce qu'elle veut avec ses cheveux. Enfin, pas de défrisage, faut pas déconner. En plus, elle est jeune. Pas de perruque et tout. Mais elle peut faire des mèches, elle peut rajouter des choses sur ses cheveux. Mais parce que elle sait déjà depuis qu'elle est petite en maternelle que ses cheveux sont beaux. Elle aime son afro. Tu vois, elle est arrivée à la maternelle avec une petite copine qui avait les cheveux hyper lisses. Ça a commencé à lui filer des complexes. On a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, c'est une défenseuse du cheveu afro, ma fille. Donc maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais elle aime ses cheveux. Elle ne les cache pas. Tu vois? Et donc ça, pour moi, c'est important. Et au Sénégal, malheureusement, c'est pas encore ça. C'est ça la question, c'est comment est-ce que tu arrives à vivre ton africanité dans ce contexte-là? Est-ce que tu arrives à conserver ces traditions, conserver ton identité? Parce que je trouve qu'en France, par exemple, le combat
du mouvement Napi, il a porté du fruit. Tu vois. Tu vois de plus en plus de sœurs avec des puffs, avec des trucs. Je me dis, bon, je crois qu'on a gagné contre les défrisants, tu vois. Ouais. Mais en France. Oui, c'est vrai, t'as raison. En Afrique, au Sénégal, oui. Parce qu'au Sénégal, c'est drôle, parce que les filles, quand elles sont à la maison, elles sont naturelles. Mais quand il faut se saper, là, pour aller quelque part, perruque. C'est-à-dire que notre cheveu n'est pas synonyme d'être bien habillé, d'être présentable. Totalement. Et tout. Et ça, ça, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. Et heureusement, bon, Isia, elle n'est pas influencée comme ça parce qu'elle avait déjà sa base, je pense. Mais effectivement, sinon, oui, tu peux tout de suite tomber dans le truc de, t'es pas coiffé, là. Moi, je porte des locks. Et je sais que pour les gens, pas coiffé. Il faut ça. Et tu vois, moi, quand je t'écoute depuis tout à l'heure, je sens le panafricanisme en toi, tu vois, avec des valeurs panafricaines. Parce que derrière le panafricanisme, pour moi, c'est pas que un choix de société où on est unis, tu vois, par exemple. Parce que ça, c'est les fondamentaux du panafricanisme, c'est ça, les États-Unis d'Afrique. Mais il y a aussi, pour ceux qui sont un peu plus avancés, il y a tout un tas de valeurs qui vont avec. T'as parlé d'histoire tout de suite, tu vois. Et ça, je me dis, nous, dans la diaspora, bon, c'est un travail qu'on fait beaucoup. Mais comment est-ce que tu le vis sur le continent? Et tu vois, quand je t'ai entendu parler au départ, enfin, moi, le préjugé que j'avais au départ et celui que j'ai maintenant que je t'entends parler, je pensais que dans la création de cette ville, voilà, concrètement, on allait avoir un projet panafricain à la Somone, tu vois. Enfin, à la Somone, à Malicounda. Ouais. Pour moi, ça coule de source. C'est-à-dire, on est des amoureux de l'Afrique. Parce que sinon, déjà, on vient même pas... c'est pas tout la diaspora qui va en Afrique, hein, même pour les vacances et tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc déjà, pour moi, ça coule de source. J'ai pas besoin de dire c'est une ville panafricaine parce que c'est en soi une ville panafricaine. Quand tu regardes la population... Enfin, une ville, c'est pas une ville, c'est un quartier. Quand tu regardes la population, on est tous quelque part des panafricains. Parce que justement, il y a cette idée de se repatrier. Et même si on se repatrie pas à 100%, il y a vraiment cette idée de c'est chez moi, ce sont mes racines. Et donc, je veux être là. Je veux que mes enfants aussi qui naissent, qui grandissent en Occident, sachent d'où ils viennent et tout, tu vois. Après, ce sera pas forcément le quartier panafricain avec, je sais pas, peut-être... Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, moi, je pensais à des trucs comme ça. Non. Comme quand les Rastas, ils sont repartis en Jamaïque ou en Éthiopie, tu vois. Oui. Moi, je voyais un truc comme ça, presque, tu vois. Une statue de Marcus Garvey à l'entrée, une grosse étoile noire. Mais je sais pas. Mais peut-être. Peut-être il y aura la rue Bob Marley, la rue Marcus Garvey. Parce que justement, on a dit qu'il fallait que nos lotissements, aujourd'hui, on dit lotissement 2, lotissement 3, parce que c'est comme ça. Mais après, oui, on va les renommer. On va les renommer pour que ce soit quand même plus sympa. Et là, on aura toute cette possibilité-là. Et effectivement, peut-être que les gens, en fait, ils vont choisir ça parce que c'est ce qui leur parle. Ouais, et s'il y a une statue quelque part, effectivement, ça sera sûrement la statue d'un Africain, d'un panafricain. Ça sera pas Charles de Gaulle. Ça sera pas Charles de Gaulle. D'accord. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est dans nos veines, en fait. Moi, c'est dans mes veines. Et c'est tout. Ce que je suis fait que je peut-être quelque part, je suis un peu de la représentative du panafricanisme. Mais c'est pas communiqué comme tel. C'est ça, en fait. Parce que, en fait, t'attires, je pense, je sais pas jusqu'où je peux dire des choses, tu vois. Vas-y, lâche-toi. Ouais, après, je suis pas sûr que ça va nous servir ni toi ni moi, tu vois. Mais en fait, en fonction du projet que tu mets en avant, tu vas attirer un certain nombre de personnes, tu vois. Moi, je te dis, on va dire les choses. Imaginons, tu vois, là, t'es à Dakar et t'es dans une société peut-être qui peut être un peu occidentalisée, tu vois. Toi, tu viens de France. Tu viens de France avec un petit rejet quand même du modèle occidental, du fait que on dit à ta femme qu'il faut qu'elle fasse ci pour être belle, enfin tout ce dont on parle. Et tu te dis vas-y, je vais ramener mes enfants à Dakar. Je ramène mes enfants à Dakar et là tu te vois qu'au final c'est la même chose. Voilà. C'est la même. Et là tu te dis mais c'est pas normal. Et c'est là on t'entend, tu te dis ah mais la Sista elle fait sa ville là-bas à la Somone, enfin à Malicounda Diaspora et je pense que compte tenu de ses valeurs, mais là, je vais retrouver quelque chose qui est plus conforme à mon éthique, plus conforme à mon truc, tu vois.
Et c'est là où je me dis, bon, bah, dis-nous maintenant c'est quoi, tu vois? Parce que suivant que soit que t'as un truc très musulman, suivant que t'es très kamite, suivant que parce qu'en réalité il y a toutes ces tendances là dans la communauté, tu vois. C'est vrai. Et bon, si on parle de Dakar, pour moi ce sera les deux, soit kamite, soit musulman. Bah tu vas pas avoir les mêmes projets de société derrière. Alors moi j'oriente, enfin je vends ni l'un ni l'autre. Ok. Moi je suis pas une kamite, machin. Enfin, je suis influencée. Ok. Je suis influencée par les kamites parce que j'écoute ce qu'ils disent et ça me parle. Je suis musulmane aussi en même temps. Ok. Mais je cherche pas à rassembler une communauté de musulmans parce que moi, mes deux meilleures amies, il y en a une, elle est musulmane, il y en a une, elle est chrétienne, protestante. Les deux sont hyper, comment dire, actives dans leur communauté religieuse et tout, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui me rassemble avec elles, c'est juste la foi. C'est pas la religion et c'est pas quelque chose que je vais tirer pour dire venez, on va faire un. Donc c'est juste que on a un socle commun. Maintenant, chacun fait comme il veut. Mais par contre, on va vivre ensemble dans ce quartier et on va se respecter les uns les autres. Au Sénégal, tu vas avoir des foyers où le père est musulman, la mère est chrétienne. C'est ce qu'on m'a toujours dit, ça. Depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu ça. Du père qui emmène sa femme à l'église le dimanche. Ou l'inverse. Ou vice-versa. Ouais. Et il y a aussi des animistes et tout. Ouais. Il y a aussi d'autres types de croyances, chacun. Et c'est ça qu'on va faire, hein. Enfin, je sais pas trop comment expliciter ça, mais moi, je tire pas vers une tendance. Je tire vers on vit ensemble et on se respecte. On vit dans un pays où il n'y a pas ce type de problème comme en France où justement on va te regarder de travers parce que tu portes le voile. Donc, on va rester dans ce contexte d'ouverture et de bienveillance des uns vis-à-vis des autres, même si on a une conviction religieuse différente et tout. Après, il n'y a pas des nazis qui vont venir vivre à Malicounda Diaspora pour le coup, parce que c'est des valeurs qui ne sont pas... Mais c'est une valeur à part entière. Hein. Et voilà, mais qui ne constituent pas le socle de Malicounda Diaspora. Ouais, non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une valeur, pour moi, justement, ça veut dire que si tu es un ayatollah, entre guillemets, ou un kamite extrémiste, parce que ça existe aussi, tu vas pas être épanoui là-bas. Tu vois? Non. Voilà. Tu risques de pas être épanoui parce que c'est pas ce qu'on prône. Par contre, le respect des valeurs de chacun, oui. Qui est là, qui est l'église, qui est même la synagogue. J'ai pas rencontré de noirs juifs dans la communauté Malicounda Diaspora, mais j'en sais rien. Moi, je demande pas aux gens de quelle religion vous êtes, quelle est votre... Tu vois ce que je veux dire? Non, ce que je leur dis, c'est vous avez envie comme moi de venir vivre au pays. Moi, je vous conseille quand même d'acheter un terrain en Afrique, c'est important, etc., etc. Donc, il y a 3-4 valeurs communes. Et puis voilà. On va vivre ensemble et on va bien vivre ensemble, tout comme on vit ensemble au quartier, justement, tu vois, parce qu'on a des origines un petit peu différentes, mais on a un socle commun qui nous rassemble. Mais après, on peut avoir des modes de vie qui restent différents. Tu vois, pour moi, c'est la vie, quoi. C'est la vraie vie. C'est pas un petit microcosme où on va, un petit laboratoire où on va vivre entre nous avec des nouvelles. Moi, c'est un peu comme ça que je le voyais. Hein. C'est comme ça. Vraiment. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, de toute façon, les gens qui me voient, qui connaissent mon style de vie, ils savent aussi un peu à quoi s'attendre. Tu vois. Moi, je suis pas allée m'installer au Sénégal pour vivre pour devenir une Sénégalaise. Tu vois? Moi, je garde mon style de vie. C'est-à-dire, tu manges du fromage, Mais de ouf. Mais là, quand je suis à Paris, je me fais plaisir d'ailleurs, parce que là-bas, ça coûte très cher le fromage. Ouais, forcément. Mais, et moi, je vis avec un Sénégalais. Mais on a mais c'est pas pour ça que je me prends pour une Sénégalaise. Je garde mon identité. Moi, je suis pas venue sans culture. Ouais. Je garde ma culture. J'ai une culture. D'ailleurs, je dis souvent, parce qu'il y a un gars, un jour, justement, il faut vraiment être au clair avec son identité quand tu pars t'installer au bled. Ouais. Ah oui, parce qu'ils vont t'en faire voir toutes les couleurs. Moi, il y a un mec, je prenais des cours de danse. Moi, j'aime bien la danse. Je prenais des cours de djembé. Et puis, il me fait comprendre que toi, tu connais rien à l'Afrique, en fait. Je dis, mais moi, je connais rien à l'Afrique. Moi, je suis né à Troyes. Par contre, j'ai une très bonne culture hip-hop. Parce que ça, c'est ma culture. D'accord? Je dis, c'est pas parce que je ne connais pas le djembé, que je ne sais pas jouer et que je connais pas les rythmes, que je suis sans culture. J'ai une culture. Donc, tu me respectes.
Ils s'attendaient pas à un tel discours. Ils pensaient que j'allais être complexée et tout. Je dis, par contre, j'ai pris mes bagages et je suis venue vivre ici pour apprendre cette culture que, justement, je ne connaissais pas. Parce que ça m'intéresse. Mais je suis pas sans culture. Ah, tu parles pas Wolof? Rien que pour ça, j'ai envie de ne pas parler Wolof. Parce que tout le monde me saoule avec ça. Je parle pas Wolof. Déjà, je suis pas bonne en langue. C'est pas j'ai beaucoup de qualités, mais j'ai pas cette qualité-là. J'ai pas cette aptitude-là. Mais j'ai quand même pris mon enfant. Je suis sortie de mon confort pour venir vivre ici. Ce qui démontre mon intérêt, même si je suis nulle en langue étrangère. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je comprends le bambara, je le parle pas beaucoup, mais je le comprends. Et puis, je parle français parce que je suis née dans un environnement français, donc je vais pas avoir à complexer de la langue que je parle, de l'accent que j'ai, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Donc, je pense que Malicounda, c'est ça. Et Malicounda, c'est pas que moi. Démé, c'est pas que moi. C'est Amadou aussi. Ouais. Et pour le coup, Amadou, il est sénégalais. Il est né au Sénégal. Tu vois ce que je veux dire? Il parle Wolof. Il est Peul, d'ailleurs. Donc, il parle même pas que le Wolof. C'est encore autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Les Peuls, c'est encore autre chose. Toi-même, tu sais. Donc Malicounda, c'est ça, en fait. Il y a des gens qui achètent. Et de plus en plus, on a des gens du Sénégal aussi qui achètent chez nous. Ok. Tu vois? Donc la communauté, c'est vraiment ça. Notre socle commun, c'est qu'on est des Africains. Et qu'on a envie de vivre en Afrique, qu'on a envie de transmettre ces valeurs-là en Afrique. Et quand on va aller à Malicounda, justement, il y a différentes ethnies qui sont sur place. Et donc, on a envie de se nourrir de ces différentes ethnies, de ces différentes cultures, etc., etc. Mais c'est pas orienté dans un sens ou dans un autre. Moi, je suis très branchée sur la culture Rasta, mais c'est pas pour ça que je veux faire un quartier Rasta. Ça reste mes convictions, mes croyances, c'est personnel, quoi. Non, c'est personnel, mais après, tu portes le projet. Et en général, quand on porte un projet, on le porte avec une vision, quoi, tu vois. Ouais. Bon, là, je comprends que la vision, en tout cas, le socle fondamental sur lequel tout le monde, je pense, va se réunir, c'est ce qu'on appelle ici support black business, quoi, tu vois, de consommer local, consommer noir. Exactement. Ça, c'est la grosse pierre angulaire de tout ce que vous allez faire. Ouais, on peut vraiment dire ça, ouais. Et quand tu parles de centre culturel, qu'est-ce qu'il y aura dans le centre culturel? Bon, je sais pas encore précisément, parce que, en fait, on avait démarré avec des idées bien précises, mais je t'ai dit, on est tellement ralenti, on est tellement dans le dur que moi, j'ai un peu laissé tout ça pour l'instant de côté, dans le sens où on n'en est pas encore là. Okay. Mais j'imagine un centre culturel comme on a ici, tu vois, avec, tu vas pouvoir y faire du théâtre, de la musique, tu vois, du cinéma, des choses comme ça. Et pour le coup, j'espère que grâce à la diversité de la communauté, on va pouvoir avoir accès à de la culture qui n'est pas peut-être mondialisée, bien sûr, parce qu'on vit dans le monde, mais aussi spécifique sur, les Peuls, quelle est leur histoire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Avoir accès à ce type de contenu-là. Donc, centre culturel vraiment au sens large. Voilà, un petit marché. Parce que quand tu imagines un quartier, il faut que tu aies des services de proximité. Tu as la boulangerie, tu peux avoir le distributeur de billets. Voilà, on peut avoir un petit cinéma, machin, et surtout supermarché. Supermarché. Et en fait, dans la communauté, toutes ces compétences-là existent. Ouais, totalement. On a un peu de tout. Il fait que tous ensemble, si on arrive à trouver la bonne formule, on va pouvoir faire émerger quelque chose de très sympa. Et il y a vraiment la vision, dans ma vision de la communauté, moi, je suis très axée aussi justement sur l'aspect économique. Parce que c'est vraiment, vraiment hyper important que économiquement, on soit fort. Parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Donc, c'est pas avec nos belles paroles qu'on va se faire respecter. Mais c'est surprenant, en fait, quand j'entends parler comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu as basculé du social à cette dimension? Très bonne question. Moi-même, je me pose la question. Je suis devenue une capitaliste de ouf. En fait, c'est vraiment drôle parce qu'il y a plusieurs années, j'aurais été incapable de vendre quoi que ce soit. Ok. Ah non, je sais pas vendre. Parce qu'en général, les gens dans le social, c'est autre chose. Vendre. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est plus mon problème. Mais je sais pas, en fait, j'ai toujours cette dimension sociale et Amadou aussi. Et on fait beaucoup de social, d'ailleurs, à travers notre entreprise. D'accord. Mais
j'ai eu besoin à un moment donné. Tu sais, moi, j'ai une association qui s'appelle aussi Réparer les filles. Ouais. J'ai pas parlé de mes autres casquettes, mais j'ai ça aussi. Mhm. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre du social, pas à cause des gens. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens cassés. J'aime les gens qui ont du mal. Moi, je viens de la rue. Je peux pas parler comme une gangster, mais je viens d'un quartier défavorisé. Ok. Moi, j'ai mangé grâce au Resto du Cœur à certains moments, tu vois, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, etc. Donc, ça reste, je reste quand même ADN, socialiste. Et mon projet de société, pour le coup, c'est un projet socialiste. Ok. Tu vois? Donc, je reste socialiste. Mais j'ai travaillé dans le social, j'ai été directrice dans le social. Et franchement, les valeurs des gens, déjà, c'est pas toujours des valeurs socialistes. Ouais. Il y a des gens qui confondent le social et le contrôle social. Et je peux te dire que moi, c'est pas toutes les équipes avec qui je m'entendais. Parce que quand j'avais des éducs qui, justement, basculaient dans ce truc, je leur disais, on n'est pas la police de l'État. On est là pour aider les gens. Quand tu dis contrôle social, moi, je pense tout de suite Chine, point. Qu'est-ce que tu appelles contrôle social? Le contrôle social, c'est par exemple, on héberge des familles dans des appartements en transition et on les accompagne pour qu'elles puissent devenir totalement autonomes. Mais bon, il y a eu des problématiques sur leur parcours. Et donc, tu as des éducs qui vont être dans l'aide, puisqu'on est là pour ça, et tu en as d'autres qui vont être dans le contrôle parce qu'à un moment donné, ils sont pas d'accord avec le fait que quelqu'un qui a peu de moyens paye des cours d'anglais à 20 € de l'heure à leur enfant. Et c'est là où je dis attention, on est là pour aider les gens, on n'est pas là pour les juger ou pour les contrôler. D'accord. Ce sont des adultes. S'il paye des cours de 20 € à son enfant, alors que lui-même, il a que 400 € dans la poche, il sait ce qu'il fait. C'est pas un gamin déjà, parce que les gens, ils sont arrivés ici. Ils sont arrivés ici comment, dans quelles conditions? Faut qu'on s'y mette à leur place. La résilience, la capacité d'adaptation qu'ils ont, c'est un truc de malade. Donc, on va pas venir leur faire la leçon. C'est pas des gamines de 25 ans qui vont aller faire la leçon à des parents. Tu vois ce que je veux dire? S'ils font ça, c'est que ils savent ce qu'ils font. Parce que peut-être ils ont pas envie que leur enfant galère comme eux, ils sont en train de galérer. Donc voilà, il y a et l'autre problématique qui m'a vraiment saoulée à un moment. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, mais j'ai trouvé quand même ce travers-là. Et puis surtout le problème du financement. Quand tu es directeur, en fait, tu passes ta vie à faire des dossiers de financement. Des subs et tout. Des subventions et compagnie. Et en fait, t'es pas du tout libre d'apporter ta vision. Contrairement à ce que je croyais quand j'étais élu, je me disais, ouais, je vais être directrice, comme ça, je vais mener ma barque avec ma vision, avec mes valeurs. Et du coup, moi, quand j'ai quitté le social, ce que je veux, c'est continuer à faire du social, mais par mes propres moyens. D'accord. C'est-à-dire, j'ai créé une petite association, c'est une toute petite, mais je la finance avec mes moyens. Avec Amadou, on fait du social dans l'entreprise parce que quand on peut soutenir financièrement soit des collègues, soit des personnes en dehors de l'entreprise qui ont des besoins, etc., on le fait. Mais du coup, on n'est plus soumis aux règles des financeurs qui font ce qu'ils veulent et qui ne prennent pas du tout en compte un certain nombre de critères humains dont on est attaché quand on est dans le social. Donc, maintenant, mon objectif, c'est de faire de l'argent parce que je sais comment cet argent va impacter, en fait, dans la communauté et dans mes actions. Ça reste de l'entrepreneuriat social, en fait. Un peu. En tout cas, même si c'est pas affiché tel quel et même si c'est pas vendu comme ça, derrière nous qui portons le business, c'est comme ça qu'on le fait. Et en plus, de toute façon, quand tu fais du business au pays, que tu le veuilles ou non, tu fais du social. Ouais, totalement. C'est inévitable parce que tu vas être extrêmement sollicité et que tu le veuilles ou non, tu vas pas y échapper. Donc autant le faire dans un cadre bien précis, tu vois. Et surtout maximiser ses revenus pour pouvoir en faire. Mais oui. C'est parce que moi aussi, j'étais juriste dans le social et ma frustration, c'était ça, c'est de dire que si t'es dans un domaine où il n'y a pas d'argent, bah, toi-même, tu peux rien faire en vrai. Tu peux rien faire. Tu gagnes l'argent pour vivre, mais tu vis moyennement. Les équipes galèrent. Voilà, tout le monde galère. Les équipes galèrent sur le terrain, n'ont pas les moyens de trucs. Et même dans les secteurs où il y a de l'argent, parce que moi, je travaillais en insertion et en protection de l'enfance. En protection de l'enfance, il y a de l'argent. D'accord. Mais il n'est pas forcément bien utilisé. Et je sais qu'il y a certaines structures, si tu leur donnes l'argent qu'il y a dans la protection de l'enfance, ils vont exploser le game. Donc moi, je préfère faire mon propre argent, financer
les projets qui correspondent à mes valeurs. Tu vois. Et moi, mon objectif, un de mes rêves, c'est de créer une fondation pour les filles et les femmes et de financer ça moi-même. J'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que je te paye, donc tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est ça. Alors que moi, je t'explique non, sur le terrain, c'est pas le besoin, mais toi, tu vas me dire. Donc, moi, il y a vraiment cette vision-là que tu as de l'argent, tu peux aider tous ceux que tu veux aider. Ouais. Tu vois? Donc, c'est important de faire de l'argent pour ça. Parce que franchement, même nos associations qui fonctionnent avec des subventions, là, tu passes un temps fou à monter des dossiers de subvention. Hein. C'est pas de l'argent gratuit, hein, parce que derrière, il faut charbonner et tout, faut justifier. Tu vas dépenser un timbre, on va venir te demander de justifier où est-ce que t'as... Non, moi j'ai envie de liberté. Et ça fait partie de la liberté, justement. Je comprends. J'ai mon association, je finance mon association, il y a personne qui vient me casser la tête pour dire pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, et tu vois. Ok. Non, bah c'est top, c'est top. En tout cas, c'est un projet que on a envie de suivre pour voir un peu ce que ça va donner hein, dans les prochaines années. Comment est-ce que vous allez repatrier, quels sont les profils que vous allez repatrier et quelle coloration vous allez donner finalement à ce quartier-là. Et j'espère un jour à une ville, tu vois, à plus que ça. En tout cas, j'espère en tout cas qu'on arrivera à rassembler cette communauté de repatriés. Après, tout le monde ne veut pas se repatrier. Il y a des gens qui veulent une partie du temps vivre en Occident et une partie du temps vivre en Afrique. Mais ceux qui veulent se repatrier, moi, j'ai vraiment envie de les aider. Okay. Parce que, perso, ça a été la meilleure décision de toute ma vie, de rentrer. Et je pense que c'est un rêve. En fait, les rêves peuvent devenir des objectifs. Okay. Il faut que les gens ils comprennent que ce rêve de se repatrier, c'est possible, mais il faut le transformer en objectif. Parce que quand tu as l'objectif, là, tu peux dérouler ton plan d'action et te dire, OK, concrètement, comment je peux... Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de le faire. Je pense qu'ils ont peur de perdre un certain confort occidental. Faut savoir qu'on vit... Moi, personnellement, ma maison à Somone est 2 fois plus grande que celle que j'ai à Troyes. Hein. Ok. Ah bah je vis beaucoup mieux. Que tu as ou que tu avais? Tu as gardé à Troyes? Je l'ai toujours. Tu as mis en location? Oui, elle est en location. Il y a du cash flow ou... Non, parce que ça paye juste le crédit. Oh, mais c'est bien quand même. C'est du patrimoine. Ah non, c'est sûr. Je sais pas si je vais la garder là. Je dois la faire évaluer pour prendre des décisions parce que il y a une chose qui est importante aussi, il faut dire aux gens, c'est que quand tu sors du système, t'as plus de cash. Ouais. T'as plus de cash. Moi, j'ai fait des gros investissements qui fait que la caisse, elle est vide. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Soit je reviens dans le système, je trouve un CDI et j'utilise le levier bancaire. Soit je vends ma maison pour récupérer du cash pour réinvestir encore sur mon nouveau projet, etc. Donc, je suis en train de réfléchir à tout ça. Et puis, mais on vit mieux. Enfin, la qualité de vie est mieux. Après, c'est vrai que quand je vis en France et que je roule en voiture, c'est tellement lisse. Ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Encore que les routes, ah ouais, peut-être dans... Les routes au Sénégal, ça dépend où. Ouais. C'est pas toujours ça. Mais c'est à nous de... On peut pas attendre que tout soit parfait pour venir. C'est à nous de venir faire ce travail-là. Tu vois? Donc, voilà, moi, j'accepte que ça balance comme ça. Et puis, mais à côté de ça, je suis tellement contente que ma fille, elle vive en Afrique. Parce que quand elle va partir, ce sera acquis. Tu vois? Elle aura cette expérience africaine. Elle sait qui elle est. Elle peut aller dans le monde entier. Mais tu sais qu'elle va partir. Je sais qu'elle va partir. Et parce puis, que tu sais qu'il n'y a pas d'école, pas de... Et puis le monde est vaste. Oui, mais tu pourrais te dire que, bon, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle reste, tu vois. Ouais, mais en tout cas, si elle veut rester, elle peut rester quand même en Afrique. Bien sûr. Ouais. Elle peut même rester au Sénégal pour suivre étudier. ses études. Ouais. Ouais, je pense que... Mais j'aimerais qu'elle aille visiter le monde, tu vois. Ok. C'est vraiment ce que je lui souhaite. Mais ce que je veux, c'est que ses pieds soient vraiment ancrés quelque part. C'est ça. Et qu'elle sache qui elle est et qu'on la balade pas en lui disant « Non, mais toi, t'es pas une Française. Non, mais t'es pas une Africaine. » Qu'elle vacille pas. Et pas ce traumatisme-là qu'on peut avoir dans la diaspora. Ouais. Et c'est riche. Et je suis contente qu'elle ait cette expérience. Moi aussi, j'ai cette expérience. Et pour le coup, moi, je veux rester en Afrique.
Okay. Pour le coup, j'aimerais aller visiter d'autres pays, machin et tout. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me vois vraiment vivre en Afrique pendant encore très longtemps. Jusqu'à tes vieux jours. Ouais. Ok. Je suis bien là-bas. Qu'est-ce que tu veux que notre audience, qui est donc, je disais, la jeunesse noire de la diaspora et afrodescendante également, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent absolument de tout ce qu'on s'est dit là pendant 7h30? Quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ok. Tout simplement. Moi, c'est mon projet de vie, c'est ma mission, c'est ça qui me fait vibrer. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde la même chose. Chacun à son échelle. Il y en a qui vont rêver beaucoup plus grand. Il y en a qui vont avoir envie de moins, ce que je peux aussi comprendre. Parce qu'il y a des projets dans lesquels, quand tu te lances là, on va te lessiver. Donc, c'est pas tout le monde. Mais quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ne crois pas que tu es limité. On a des barrières. On va pas se mentir, il y a des barrières. Et l'égalité des chances, ça n'existe pas, pour moi. Tu vois, on part pas tous du même point. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire les choses. Okay. Et quand on va comprendre que ensemble, on peut débloquer des verrous, ça ira beaucoup mieux. Parce qu'on ne se construit pas tout seul. Personne ne se construit tout seul. Personne ne réussit tout seul. Même sur les réseaux sociaux, là, quand on te dit que on te vend du rêve, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il y a qui derrière qui t'a permis de faire ceci, cela. Donc, soyons vraiment, l'unité aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire. Soyez unis, soyez bien avec vous-même. Vous avez une identité, vous avez une culture, vous venez pas de nulle part. Qu'on vous fasse pas croire que vous êtes des Français de la seconde zone. Quand vous allez au pays aussi, qu'on vous fasse pas croire que vous n'êtes pas des Africains. Nous, on n'a pas demandé à naître en Occident, on est né en Occident, c'est comme ça, c'est notre histoire. On n'a pas à avoir honte de cette histoire-là aussi, tu vois, et on n'a pas à la rejeter, parce que il y a s'intégrer, il y a s'assimiler. Moi, je suis pas pour l'assimilation, je suis pour l'intégration. Donc, soyons bien avec nous-mêmes, parce que quand j'étais jeune, j'avais on était, tu sais, dans les débats, quand on a 20 ans, oui, mais toi, t'es une fausse malienne. Oui, mais toi, tu parles même pas bambara. Oui, mais t'as des ceci, t'es cela. N'ayons pas ce type de problème, en fait. Tu vois? Parce que ça nous casse dans nos rêves, ça nous casse dans beaucoup de choses qu'on a envie de faire par la suite. Moi, j'ai toujours dit, ouais, je suis française. Il n'y a pas de problème. Et quand je suis au Sénégal et qu'on me dit, t'es français, ils disent, c'est pas une insulte, hein. Mais ma mère, elle est née ici. Donc, arrêtez de vous croire mieux que moi. Ma mère, elle est née ici. Moi, j'ai grandi dans un foyer où je mangeais du mafé, hein. Même si j'étais à 3 là-bas, là, dans ma cambrousse. Donc, je suis des deux. Ok. Donc, tu assumes. Et j'assume. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Ok. On se laisse pas couper les ailes par qui que ce soit. On est d'accord. Merci en tout cas, Aminata. On reste connecté pour la suite. Avec plaisir. On a reçu Aminata Fati, avec elle on a parlé de son projet qui est, j'allais dire de recoloniser, mais qui n'est pas de recoloniser, qui est non, j'allais dire, mais j'ai pas dit, de repatrier les Africains, les Afro-descendants en Afrique, au Sénégal. Est-ce qu'on peut dire au Sénégal pour commencer ou au Sénégal tout court? Alors avant, je disais au Sénégal pour commencer. Maintenant, j'ai dit au Sénégal. Voilà. Il y a tellement de choses à faire au Sénégal. Exactement, franchement. Donc, on a déjà du taf là-bas. Le sujet, c'est la repatriation au Sénégal. Je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, à aller sur son Instagram. Et pour tous ceux qui êtes ici, merci en tout cas de nous avoir écoutés jusque-là. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Là, on est dans la route. Là, il faut qu'on atteigne les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, je vous encourage à le faire. Ça coûte rien. Et vous allez découvrir toujours des personnes inspirantes, des personnes intéressantes comme l'a été Aminata. Force à tous et revoyez vos ambitions à la hausse. Bye. Ciao tout le monde. Merci beaucoup.